Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une conférence sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Comme vous le savez, nous vivons dans une société disruptive, changeante en matière de nouvelles technologies. Pour nous, il s'agira d'en comprendre quelques aspects centraux. Humblement, nous aborderons ce sujet sur 4 volets. En premier lieu, mes camarades tenteront d'introduire le sujet de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée en y agrégeant une part d'intelligence artificielle. En deuxième partie, nous verrons l'impact de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée sur le comportement du consommateur. En troisième lieu, nous évoquerons l'impact de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée sur la transition numérique. Et ensuite, nous conclurons sur les perspectives possibles pour les entreprises. Et pour ce faire, nous avons 2 invités de grande qualité qui nous font l'honneur de leur présence. Monsieur Anna, Monsieur Laurent, nous vous remercions de vive voix pour votre présence. Vous êtes tous les deux spécialisés dans les domaines digitaux. Monsieur Laurent, vous êtes ingénieur informatique, vous êtes passé respectivement par Decathlon, Auchan ou encore Kiabi, où vous êtes actuellement. Monsieur Anna, vous êtes respectivement ingénieur et docteur en informatique. Vous êtes passé par l'Université de Lille, vous êtes en quelque sorte dans le bâtiment d'à côté. Vous êtes professeur d'informatique à l'IMT de Doubs. Tous les deux, vous allez nous nourrir de votre expérience et de votre talent. Encore merci à vous. En définitive, sans être long, en votre compagnie, nous tenterons de développer ce vaste sujet ensemble avec nos invités et nos camarades qui animent la conférence. Nous essaierons alors de comprendre, d'apprendre et de partager un moment riche, car la véritable richesse se trouve parfois souvent dans le partage. Bonne conférence. Alors du coup, pour commencer, je tiens à vous dire qu'on va parler surtout dans la première partie des réalités virtuelles et réalités augmentées. Alors pour pas se répéter plusieurs fois, je vais souvent remplacer par RVRA, par ces nouvelles technologies, ou voilà. On parle principalement de ces deux nouvelles technologies. Donc du coup, pour commencer, je vais vous demander de définir selon vous ce qu'est la réalité virtuelle et augmentée, donc plus pour Benjamin, et après l'intelligence artificielle, plus pour toi, Florent. Ok, merci. Donc avant de commencer, merci pour l'introduction et pour l'invitation. Moi je suis enseignant-chercheur donc à IMT Nord-Europe. Je travaille pas mal avec la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Donc la réalité virtuelle et la réalité augmentée, donc on en reviendra un peu plus en profondeur après, mais elle a été principalement utilisée dans la partie jeux vidéo. Donc il y a beaucoup d'étudiants parmi vous qui doivent connaître ce genre de technologie, aussi avec l'avènement avec Pokémon Go, quand on cherchait des Pokémon dans la rue. Donc il y a eu beaucoup de travaux autour de ça, et en fait maintenant la réalité virtuelle et la réalité augmentée prend un tournant avec ce qu'on appelle maintenant la réalité mixte, qui a été proposée par Meta. Et maintenant on est plutôt sur des techniques qui vont permettre en fait d'augmenter notre réalité pour nous apporter une information, pour nous aider en fait dans les tâches du quotidien. Donc c'est un peu une extension à notre main, une extension virtuelle qui est là en fait pour nous aider dans le travail, tout en conservant en fait notre manière de travailler d'avant. Donc on verra le tournant que vont prendre les prochaines technologies autour de ça. On verra comment, si le tournant va bien se passer. Voilà. Et j'ai une question, quand tu parles de réalité mixte, est-ce que tu considères que je sais plus comment il s'appelle, le masque Apple, c'est ça la réalité mixte? Alors, il y a eu une réalité mixte qui était l'HoloLens, le premier, donc superposer des éléments virtuels sur l'élément réel. Donc pour ça, on utilise des capteurs qui vont détecter l'environnement et on va superposer des choses dessus. Je reprends l'exemple de Pokémon Go. Quand on cherchait des Pokémon, on voyait Pokémon qui flottaient dans l'air. C'était pas très réel. Maintenant, on va essayer, par exemple, de détecter la table et de superposer des choses. Donc, quand on parle de réalité mixte, c'était avant HoloLens. Maintenant, on a les nouveaux casques. On a les casques Oculus de Meta, les derniers. Ce qu'on appelle en fait le pass-through. Le pass-through, c'est on va mettre des caméras en fait sur le casque. Les caméras vont filmer en fait le réel et le casque va nous superposer de l'information virtuelle sur le réel. C'est pareil sur le nouveau casque d'Apple, l'Apple Vision. Alors, c'est des technologies qui coûtent encore un peu cher, surtout quand on va commencer à mettre des capteurs de qualité. Mais c'est ce genre de technologie qu'on entend par tout ce qui est technologie métaverse, etc.
qui ont superposé le réel et le virtuel. Et du coup, merci également pour l'invitation. Côté IA, je vais peut-être briser beaucoup de rêves aujourd'hui, mais ça n'a rien de nouveau. J'ai envie de dire, ça fait des années et des années et des années que vous côtoyez des IA, sauf qu'il n'y avait pas encore le buzzword qui était là autour. Mais à l'époque, les premiers jeux vidéo auxquels vous pouviez jouer avec des personnages non-joueurs, ça pouvait être considéré, c'était même totalement une forme d'IA. Et au-delà de ça, c'est tout simplement quelque chose qui maintenant permet de faire des choses beaucoup plus incroyables par le biais de puissance de calcul qu'on ne pouvait pas avoir avant. Avant, c'était quand même assez sommaire. On s'est envoyé des satellites sur la Lune, mais bon, faut pas non plus trop en demander. Et maintenant, ça permet de faire des choses quand même assez incroyables et surtout assez abordables pour le rendre utilisable par le grand public. Avec voilà, vous connaissez ChatGPT, etc., avec des abonnements qui sont assez abordables, très clairement. Et par contre, ça ouvre maintenant, dans l'ère dans laquelle on est, beaucoup de nouvelles possibilités, beaucoup d'inquiétudes, comme nouvelles technologies qui commencent à se démocratiser. Et l'intelligence artificielle, vraiment, c'est juste une suite de conditions logiques et de transfert de votre information en mathématiques que je n'aborderai pas aujourd'hui, parce que moi-même, sinon, je vais m'y perdre. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose de purement mathématique, ça n'a rien d'une intelligence. Et enfin, de l'intelligence au sens humain qu'on voit. Par contre, vraiment, voilà, le champ des possibles est vraiment assez incroyable, que ce soit du texte, que ce soit de l'image, que ce soit de la vidéo, que ce soit de la classification, beaucoup de choses possibles et imaginables. Je pense qu'on va en aborder quelques-unes aujourd'hui. Moi, ça fait 2 ans maintenant que j'utilise principalement la génération d'images à des fins marketing. Je pense qu'on pourra en parler. Et jusqu'où ça peut avoir ses limites, notamment avec Yabi, où j'ai eu pas mal d'échanges avec les équipes photo. Et il y a aussi la génération texte qui commence à faire son apparition. Mais pareil, je pense que l'avenir des copywriters et des photographes pour l'instant est encore assez serein. Et du coup, rien à voir, mais du coup, pour toi, qu'est-ce qui a changé parce que tu dis que ça existe depuis longtemps, l'IA. Qu'est-ce qui a changé depuis l'arrivée de ChatGPT? Parce que depuis 1 an, 2 ans, depuis surtout ChatGPT, en fait, tout le monde en parle de partout, il y en a plein qui sont arrivés d'un coup. Qu'est-ce qui a changé pour toi? Alors pour moi, il y a un cycle qu'on retrouve pas mal dans l'informatique, qui est le cycle des buzz, hein, je suis désolé. L'IA a supplanté la blockchain. On a eu l'essor des cryptos pendant plusieurs années. Maintenant, je pense qu'on va avoir l'essor de l'IA pendant plusieurs années. Et d'ici quelques années, on verra autre chose. Et on finira par en oublier l'IA tellement elle est implantée dans nos vies. Et je pense vraiment, ouais, c'est ChatGPT via OpenAI qui avait du coup ces travaux-là pour lancer ChatGPT. Donc, in fine, avoir la puissance de calcul nécessaire qui, au début, était quand même assez coûteuse. Et par contre, après, dans le milieu, c'est vraiment un jeu de bordel. Le concurrent, il a fait ça. Si je rattrape pas tout de suite, je vais être dans une mouise improbable. C'est le cas avec Apple, à l'heure actuelle, qui est clairement à la bourre sur la génération de texte par IA et qui se rapproche même maintenant de OpenAI pour intégrer ChatGPT dans l'iPhone. Donc, au contraire de Google, qui a mis le temps, mais qui a fini par sortir son LLM aussi, au contraire de Microsoft, qui était un petit peu plus rapide, qui s'est reposé sur pas mal de concurrents au début, notamment pour la génération d'images sur Dolly. Mais pour moi, c'est vraiment OpenAI, où c'était justement la raison d'être de l'entreprise, in fine, de développer ça, qui a vraiment réussi à démocratiser ce concept-là et le rendre surtout accessible au grand public. C'est ce qui a fait du coup son succès. Et après, derrière ça, de toute façon, les concurrents étaient obligés de suivre parce que vu l'engouement, sinon le risque à ne pas faire a été un petit peu trop élevé sur ça. J'aimerais bien rebondir justement sur le point que tu as mentionné. Est-ce que tu es justement dans le terrain, tu travailles justement sur les outils de l'intelligence artificielle? Il y en a certains qui disent que c'est juste une bulle spéculative et que voilà, le buzz autour justement de cette technologie est passager. Donc, dans quelques années peut-être, on ne va plus entendre de l'IA, on va passer à autre chose, à une nouvelle technologie. Est-ce que tu penses que c'est le cas ou pas vraiment?
Oui et non. Ce qu'on voit sur Instagram, principalement avec tous les influenceurs qui vendent des e-books à je sais pas combien d'euros, etc., avec les meilleurs comptes, etc., ça oui, clairement, ça va mourir. Par contre, l'usage vraiment intégré dans les entreprises vraiment professionnelles des outils, je pense que c'est quelque chose, ce sera un outil supplémentaire dans la besace des entreprises. Moi, par exemple, je fais beaucoup de photos par IA notamment pour faire des photos d'ambiance sur des photos de produits. C'est quelque chose qui prend entre 15 et 25 minutes à faire en logiciel. Là où dans la vraie vie, tu dois commencer à aller lister tout ce que tu vas vouloir voir sur ta photo, tu vas aller acheter des petits fruits et les petits décors, etc. Tu vas tout classer, tu vas bien mettre la lumière, etc. Donc ça fait un gain de temps qui, à mon avis en tout cas pour les entreprises, et pour en avoir discuté aussi à Kiébi, est non négligeable. Mais tout dépend de la façon dont c'est implémenté. Là, je pense que la façon dont la plupart des gens l'utilisent, en mode joujou, etc., oui, ça va finir par mourir. Par contre, l'utilisation vraiment professionnalisée des outils, pour moi, elle est vouée à rester. Et d'ailleurs, il y a eu une conférence d'Adobe il y a 2 mois qui donnait bien la donne, puisqu'ils ont littéralement commencé la conférence par ces mots qui étaient maintenant fini de jouer. Et ils ont proposé plein de choses vraiment très professionnelles, que ce soit par API, etc., pour que d'autres clients puissent créer des outils. Mais ouais, pour moi, le mode joujou, il va finir par disparaître. L'intégration dure dans le monde professionnel, par contre, c'est ça qui restera. Et on n'y fera même plus attention, ce sera un outil comme un autre, comme on utilise Excel ou quoi. Ouais. Je vous remercie. Et pour continuer là-dessus, quels secteurs ont été le plus rapides à adopter ces technologies? On va repartir du coup sur la réalité augmentée. Quels ont été les plus rapides et qui sont les plus mobilisés actuellement? Peut-être qu'il y en a eu, c'était les premiers, mais au final, actuellement, il y a des secteurs qui sont plus mobilisés que d'autres, comme le textile ou la santé. Donc, ce que je disais, hein, les technologies AR et VR, c'était principalement tout ce qui était divertissement. Donc, on a eu le cinéma avec Avatar, hein, qui est la réalité augmentée. On a eu beaucoup de jeux vidéo, hein, notamment avec l'équipe de Valve Index, qui a créé pas mal de jeux qui ont fait le buzz avec des jeux de très belle qualité, avec des systèmes d'interaction très performants. Ensuite, ils ont commencé à développer tout ce qui est système haptique. Donc, l'haptique, c'est avoir des retours sensoriaux hein, quand vous faites de la manipulation en réalité virtuelle. Par exemple, je chope un objet, ben, je le sens en fait une contrainte physique en fait sur ma main. Et donc, j'aurai l'impression vraiment de jouer avec l'objet. Donc, c'est vraiment le divertissement qui a pris la part. Et je pense que c'est ça aussi qui a mis un frein ces technologies-là pendant un certain temps, parce que tout le monde voyait ça comme un support de jeu, et non comme un support qui va nous permettre d'optimiser notre travail. Et là, récemment, en fait, il y a eu des entreprises qui se sont mis dessus, et donc je pense que maintenant, les deux domaines, alors, on va dire les trois domaines qui jouent maintenant beaucoup avec ces technologies-là, donc il y a la santé notamment, parce que quand on va faire... Donc, je peux en parler un petit peu tout à l'heure, mais on fait des projets de formation en fait, pour les étudiants en médecine. Et par exemple, certains étudiants ne peuvent pas faire des autopsies en première année ou en deuxième année, et ils doivent apprendre en fait toute l'anatomie humaine dans des livres. Alors, c'est pas très passionnant et c'est pas forcément simple à faire. Et maintenant, en fait, avec le CHUB notamment, ils ont développé des applications de réalité virtuelle et augmentée pour faire des formations en fait, sur l'anatomie humaine, pour voir justement le corps en 3D, voir l'écoulement des fluides, etc., à travers des mannequins en réalité augmentée. Ensuite, il y a eu la partie industrie. Donc là, l'industrie des grands groupes, hein, Airbus, Total Energy, etc., travaille beaucoup sur ces technologies-là pour optimiser les chaînes de production. Donc, optimiser une chaîne de production, c'est pas remplacer l'utilisateur, hein, mais c'est plutôt en fait de mettre, je sais pas, par exemple, des lunettes augmentées sur l'opérateur, et l'opérateur va avoir en fait un environnement augmenté. Et cet environnement va analyser, par exemple, les métriques de l'opérateur avec une intelligence artificielle, hein, pour détecter son niveau de fatigue, son niveau d'expertise par rapport à une tâche, etc. Et on va pouvoir, avec l'intelligence artificielle, venir superposer des éléments dans son espace réel pour faciliter en fait son travail et donc optimiser son rendement.
Mais ça ne remplacera pas l'opérateur, ça ne remplace pas sa manière de travailler, ça l'optimise. Et enfin, le retail, qui ont pris une part importante, notamment à travers des travaux sur l'aménagement intérieur. Par exemple, ah tiens, je voudrais acheter ce canapé-là, mais qu'est-ce que ça donnerait dans mon environnement? Ben voilà, il y a beaucoup de travaux maintenant qui essayent de reproduire ça. Donc on va utiliser ces caméras embarquées dans le casque pour, détecter l'environnement de notre maison. Donc on va calculer les métriques. Donc grâce à ça, on va pouvoir faire aussi des plans d'architecte qui sont très bien utilisés, notamment pour faire ce qu'on appelle le BIM. On va venir superposer des éléments virtuels sur les maquettes réelles pour savoir, par exemple, où passent les canalisations, où passent les lampes, etc. Et là-dessus, on va avoir des mesures. Sur ces mesures, on va pouvoir ensuite plaquer des éléments réels ou pouvoir les effacer. Par exemple, voilà, j'ai mon canapé actuel, je veux l'effacer. Donc, dans le monde virtuel, je vais pouvoir m'immerger dans ma maison virtuelle avec tous les meubles que j'ai, mais effacer mon canapé et pouvoir ensuite prendre les canapés dans une collection, par exemple chez Ikea, et puis prendre mon canapé, le superposer à mon environnement et voir ce que ça donne. Donc, il y a ça également pour les cuisines. Il y a des grands groupes qui travaillent sur ces aspects-là. Et donc voilà, le retail a pris cette part de marché également. Du coup, alors pour continuer, pour finir surtout la première partie, comment vous voyez l'évolution de vos domaines de spécialisation dans les 5 prochaines années? Alors, est-ce qu'il y aura de gros changements? Pour vous, on a déjà fait le plus gros et au final, là, ça va être du tout droit. Ce qu'on constate en ce moment, il y a 2 aspects. Le premier aspect, c'est d'ajouter des capteurs dans les casques, parce que les capteurs actuels, ce sont juste des caméras RGB, et on s'est rendu compte que juste avec ces caméras-là, on n'arrive pas à avoir une précision suffisamment fine pour que l'utilisateur soit vraiment immergé dans son environnement. Donc maintenant, on va commencer à mettre des systèmes de eye tracking dans le casque pour savoir l'intention en fait, de la personne. On va pouvoir connaître aussi son niveau de fatigue. Dans le casque, on va pouvoir mettre aussi ce qu'on appelle des lidars. C'est ce qu'on utilise embarqué dans les voitures pour faire des reconstructions 3D des objets. Donc en fait, les casques évoluent. Donc il y a une grosse partie hardware qui évolue. Comme je vous ai dit tout à l'heure aussi, il y a tout ce qui est haptique. Donc on va commencer à mettre des choses en fait sur l'humain pour venir lui donner en fait des sensations réelles dans le virtuel. Donc voilà, une grosse partie évolution. Donc d'ici 4-5 ans, ça va vraiment évoluer. On n'aura plus les casques comme maintenant. On commence à arriver maintenant vers des lunettes. Donc Ray-Ban commence à développer des lunettes de réalité augmentée. Donc avec des toutes petites caméras qui pointent en fait vers le corps pour analyser ce qu'on va appeler une vue égocentrique sur l'humain pour pouvoir ensuite projeter tout sa corporelle, ses mouvements, etc. dans le monde virtuel. Et donc là, juste avec une simple paire de lunettes. Bon, pour l'instant, la paire de lunettes, c'est juste un appareil photo, mais ça va se démocratiser pour devenir un casque de réalité virtuelle augmentée. Donc il y a une partie hardware et ensuite la partie, comme je disais, je pense que les utilisateurs voient maintenant le bénéfice de ces technologies en dehors du divertissement. Et les entreprises ont compris également, ils ont compris que faire du métaverse ou autre, ça a un impact, ça a aussi un impact financier. Par exemple, une personne qui est à Dubaï et qui doit réparer un avion, et l'expert, il est chez Airbus en France, et il tombe sur une panne. Actuellement, qu'est-ce qui se passe? L'expert doit se déplacer à Dubaï pour aller dépanner la chose. Ça a un coût et ça a un problème de temps. Maintenant, l'expert, dans son environnement, dans son bureau, il va pouvoir être projeté dans l'environnement virtuel et assister en fait l'ingénieur qui est à distance. Donc tous ces aspects-là, donc on a des aspects économiques, on a des aspects de gain de temps, etc. Et je pense que ça va changer vraiment le quotidien des entreprises et à travers ça, ça va changer notre quotidien. Donc ça va vraiment évoluer. Et je rebondis là-dessus, mais tu penses que ça va se démocratiser dans la prochaine décennie ou... Parce que je sais, par exemple, tu parlais des lunettes, mais je pense à Google Glass, qui a fait ça, je pense, en 2012 ou 2013. Et au final, ça avait quand même fait un sacré bide. Est-ce que tu penses que là, c'est la décennie où c'est possible les gens sont habitués, ont compris comment ça fonctionnait et que ça puisse se démocratiser? Alors, je vais répondre à ça comme la réponse sur l'intelligence artificielle. Les Google Glass, c'était parce que Google voulait faire le buzz avant tout le monde.
Et donc ils ont mis ça à jour, et puis au final, il n'y avait rien de concret derrière. C'était vraiment du buzz marketing en disant, voilà, on va faire des Google Glass, l'idée c'est de superposer des choses, par exemple un GPS, etc. sur les lunettes, ce qu'on fait dans les casques de ski maintenant, ça existe depuis un certain temps. Voilà, mais ça a fait le buzz, et puis vu le prix de l'appareil, etc., les gens ne se voyaient vraiment pas investir là-dedans. C'était un peu comme les montres connectées. Au début, on avait peur, maintenant, la société a un peu pris le pas là-dessus. Donc voilà, il y avait Google. Maintenant, les nouvelles lunettes, si les opérateurs l'utilisent au quotidien dans leur travail, le jour où on va enlever ces lunettes, ce matériel, ils verront en fait l'impact que ça a sur leur quotidien. Et c'est là, en fait, c'est un peu comme la calculatrice. Avant, on arrivait à calculer de tête. Maintenant, on utilise la calculatrice. Le jour où on enlève la calculette, on dit mince, je perds du temps. Je sais le faire, mais je perds du temps. Ça va être pareil avec ces outils. Enfin, je pense. Hein. Et toi, du coup, Florent, sur l'évolution que tu vois dans ton domaine sur les 5 prochaines années? Pour moi, il y a deux choses. Les entreprises qui à l'heure actuelle sont déjà les plus à jour dessus, c'est principalement tout ce qui est DNVB. Je ne sais pas si c'est un terme qui vous parle ou pas spécialement. Si tu peux le définir. Alors de tête, c'est Digital Native Vertical Brand. Grosso modo, c'est toutes les marques qui sont principalement présentes uniquement web et pas spécialement en physique. Typiquement des trucs comme SoShape, Emma, jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur premier magasin, etc. Donc c'est vraiment des web first qui ont des contraintes ultra importantes sur les coûts et donc qui vont chercher à tout prix à les diminuer comme ils peuvent et aussi à optimiser puisque là, à la différence des magasins où on va plutôt sur un site web parce qu'on connaît de base le magasin physique, là il faut vraiment aussi que ce soit attractif, donc c'est des entreprises qui ont tendance à avoir des sites web beaucoup plus attractifs, beaucoup plus user-friendly et in fine du coup qui se doivent de prendre le pas dès que quelque chose sort et toutes les contraintes de temps, etc., que peuvent avoir les startups que je ne vais pas énumérer maintenant. Mais donc pour moi, il y a ceux-là qui ont déjà entamé le virage. Quelques grands groupes qui commencent à l'entamer, notamment Kiebio, ça commence à en parler. Mais pour moi, dans 5 ans, justement, le gros point sur lequel les grands groupes, comme les startups, et plutôt les grands groupes parce que c'est plutôt là-dedans où c'est compliqué, le plus gros challenge pour eux et pour permettre à l'IA de se démocratiser, ça va être la formation. Parce que on est dans des groupes où déjà pour pas mal de personnes qui sont en photo ou en collection ou ce genre de métier, qui sont pas vraiment pure web ou pure technique, c'est déjà de base pas ultra simple d'appréhender les outils du quotidien, ne serait-ce qu'un PowerPoint ou un Excel. Donc in fine, leur demander de Photoshop et de générer un fond dynamique, ça va être un petit peu compliqué. Donc pour moi, l'enjeu, il est vraiment là, il est vraiment sur la formation, si on veut que ça prenne. Et après, l'usage récréatif qu'on peut en avoir, bon, je pense qu'on est tous au fait de ce que peuvent des dangers des deepfakes demain, que ça peut poser, notamment pour d'élections présidentielles ou n'importe quelle élection de toute façon. Mais je pense clairement que l'usage récréatif, d'ici quelques années, ce sera plus grand chose. Aussi, voilà, vraiment pour faire des mèmes, hein, soyons honnêtes. Mais ce sera vraiment plus pro et dans un sens, tant mieux, puisque c'est là où il y a le plus d'argent à aller choper. Donc, donc là, on va, tout ça, ça va obligatoirement passer par la formation, sinon ça fonctionnera pas. Et du coup, pareil, selon toi, le plus gros de l'IA, des innovations IA est déjà passé. Et là, Non. il est encore. Il est encore là, on le voit, la OpenAI et Adobe 4.0. aussi, je crois. Pardon ? Le 4.0 qui est sorti. Il y a eu le 4O, qui est sorti. Il y a quelques entreprises qui ont essayé de faire le buzz. Il y a le Human AI Pin là, qui essaie de faire. Il y a quelques entreprises qui essaient de surfer dessus, mais on se rend compte que c'est juste du buzz marketing. Mais non, là, le plus dur reste encore à faire. C'est encore quelque chose qui n'est pas 100% taclé, qui est la vidéo, qui doit arriver normalement par OpenAI en fin d'année avec Sora. Je sais aussi que Adobe est en train de travailler dessus. Mais ça, par contre, la vidéo, ça, je pense que c'est un des plus gros morceaux à tacler. Parce que là, on parle vraiment plus seulement de générer une image statique, plus seulement de comparer du texte avec des chiffres et de réussir à sortir un prompt qui paraît intelligible, qui n'est pas spécialement réfléchi, mais qui paraît intelligible. Là, on parle vraiment de générer des vidéos de plusieurs minutes.
donc à 30 ou 60 images par seconde, je vous laisse faire le calcul du nombre d'images à générer à la fois. On sait le faire depuis 2 ans, sauf que vous avez peut-être vu des rendus, chaque image est un petit peu différente et au final on sort, enfin, ça n'a pas spécialement de cohérence. Là, les premiers aperçus de Sora sont vraiment incroyables. Il reste des artefacts, hein, il y a des personnes qui disparaissent, il y a des voitures qui disparaissent, ce genre de choses, mais c'est quand même quelque chose de beaucoup plus stable. Et je pense que le plus gros de cette révolution-là dans la vidéo sera pas spécialement dans les films, et ça rejoindra un point que je pense qu'on abordera tout à l'heure sur les photos où l'humain est encore assez compliqué à émuler dans l'intelligence artificielle. Par contre, pour tout ce qui est film d'animation, et ça, il y a eu des démos de fait par Sora, ça peut potentiellement changer la face du monde. Pas dans le sens détruire encore une fois des métiers, tout comme la réalité virtuelle, mais plus dans le sens permettre à ces métiers-là de sortir des choses plus qualitatives beaucoup plus rapidement. Je sais pas si vous avez vu l'interview pour quand ils ont dû animer les cheveux de Rapunzel. C'était avec sa longue chevelure à l'époque, c'était assez compliqué à rendre en 3D correctement. Demain, l'intelligence artificielle, il y a déjà eu des démos de fait avec un petit animal avec beaucoup de poils qui était parfaitement animé, donc ça peut évoluer. Et pour moi, je pense que le plus dur, on n'en est pas loin, mais le plus dur n'est pas encore passé. Parce que sur la vidéo, du coup, sur la conférence que tu parlais d'Adobe, ouais, j'ai vu qu'ils avaient sorti déjà un Adobe aussi, Premiere Pro où ils font de la génération d'images, mais sur des vidéos déjà prises. Alors ouais, à l'heure actuelle, ouais. Mais c'est déjà le premier pas. En fait, à l'heure actuelle, c'est juste ce que ça permet de faire, c'est on masque une partie du décor et ensuite il faut que le plan soit stable, du coup, ou alors il faut faire un petit peu de motion tracking pour faire suivre l'image. Mais c'est juste du masking comme on peut le faire à l'heure actuelle avec une image qui peut déjà exister. Je sais qu'Adobe sont en train aussi justement de développer cette génération vraiment de vidéos pures. Par contre, quelque chose qui est déjà à l'heure actuelle dans Adobe et qui fait déjà gagner beaucoup de temps au monteur, qui n'a pas tué le métier mais qui fait gagner beaucoup de temps, c'est toutes les features autour des podcasts qui permet maintenant en 30 secondes, avec 3 caméras, avec 2 micros, de couper des podcasts sur la bonne personne qui est en train de parler, de faire des plans larges, de faire beaucoup de choses en automatique. Là où avant ça pouvait prendre pas mal de temps pour tout bien calibrer et tout bien couper. Donc on est vraiment sur cette optique-là de gain de temps. À l'heure actuelle, ce que ça permet de faire, c'est gagner du temps. Demain, ce que ça permettra de faire, ce sera d'aller plus loin, je pense. Justement, on parlait de l'évolution de ces technologies et récemment, j'ai vu que OpenAI travaille sur un projet affreux qu'ils ont nommé, je pense, ils l'ont nommé QStar. C'est un projet justement de technologie d'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire une technologie qui surpasse les capacités cognitives humaines et qui pourra faire plein de tâches différentes d'une manière autonome et d'une qualité très très accrue. Est-ce que tu penses que c'est la réalité de demain et que là, ce qu'on voit actuellement, j'aimerais bien l'appeler un enfant, et que demain justement ça va vraiment évoluer et atteindre un niveau qui surpasse vraiment l'intelligence humaine? Alors, surpasser l'intelligence humaine, je le déclarerai en 2 points. Niveau connaissance, les intelligences artificielles, elles ont des connaissances qu'on n'a pas, mais elles n'ont pas les détails qu'on peut avoir. La nuance, elle est assez fine, mais j'enlève toutes les IA qui ont accès à Internet et qui peuvent aller vérifier tout, fact-checker. Mais demain, tu poses une question très précise à une IA. J'ai vu passer typiquement sur, je crois que c'est sur Reddit ou sur Instagram il y a pas longtemps. Il y a Google qui a mis l'IA dans les résultats de recherche. Je ne sais pas si ça arrive en France, mais aux États-Unis, ça arrivé. Et pour justement mentionner ça, niveau quantité de connaissances, ils ont tout le web en connaissance, les IA. Donc forcément, ils en ont plus que nous. Par contre, niveau pertinence et niveau détail, on en est loin. Typiquement, alors là, ça va être assez gore, mais typiquement, c'est quelqu'un qui avait recherché sur Google j'ai envie de me suicider, en gros. Et l'IA de Google a été sourcée une réponse, a généré un début de réponse. Donc voilà, faut en parler, etc. Sauf qu'il a été sourcé une réponse de Reddit aussi pour étayer ses propos. Sauf que la réponse de Reddit lui disait de se tuer.
Donc niveau intelligence humaine, on en est loin, je pense. En tout cas niveau relationnel, on en est loin, ça c'est sûr. Et surtout niveau détail, voilà, demain je pose une question ultra technique sur quelque chose de scientifique, ça va être très compliqué d'avoir des détails. Donc ça, je pense niveau quantité d'infos, oui, l'IA dépasse de toute façon déjà l'humain. Niveau précision, je pense qu'on en est encore loin. Et surtout, ensuite, je pense que dans ce qui market beaucoup, c'est la rapidité. Vous voyez la réponse à laquelle ChatGPT ou n'importe quel outil IA sort une réponse. Je pense pas que même le plus rapide des humains puisse répondre quelque chose aussi rapidement. Je vais dire, même il y a de ça 10-15 ans, les machines ont toujours fait des choses beaucoup plus rapidement que l'humain. Donc ça, je pense que c'est plutôt juste... et ont toujours été multitâches aussi. Sinon, on ne pourrait pas ouvrir Chrome et Word et Excel en même temps et leur demander de faire plein de choses en même temps. Donc ça, je pense que c'est surtout, du marketing, puisque dans le sens actuel, même les IA actuellement seraient capables de le faire. Par contre, qu'ils aillent plus loin, oui. Je pense que demain, c'est un petit peu... demain, j'ai envie de dire, OpenAI dit on va sortir une nouvelle intelligence une nouvelle intelligence artificielle qui va aller plus loin. J'ai envie de dire, mais non, ça va faire un petit peu comme les iPhones. C'est bien, il y a une nouvelle puce, il est un petit peu plus fin. Et je vais dire, ça fonctionne plutôt déjà bien pour l'usage, en tout cas que le grand public en a. Je dis pas que les pros en ont, mais que le grand public en a. Donc pour moi, il y a un effet waouh derrière qui sont obligés d'avoir. Et je corrèle ça aussi avec, encore une fois, la course à la concurrence. C'est toujours celui qui sortira la plus grosse chose là, pendant les prochaines années, jusqu'à temps que ce soit plus en vogue. Donc forcément, ils sont obligés de faire des grosses annonces. Donc est-ce que ça va continuer à évoluer? Oui. Est-ce qu'ils vont devenir plus capables? Oui. Est-ce qu'ils vont devenir plus multitâches? Oui. Est-ce que l'humain, pour l'instant, est en danger? Non. Et je rajouterai un dernier obstacle, qui est l'humain en lui-même. Je pense qu'on se souvient tous, alors ça n'a pas empêché les caisses automatiques d'arriver, mais on se souvient tous du bazar qu'ont fait les premières caisses automatiques avec toutes les grèves de caissières qu'il y a pu y avoir. Demain, l'humain n'est pas prêt à se faire remplacer par la machine. Clairement pas. Je vous remercie. Alors du coup, maintenant, on va passer à la deuxième partie. Donc c'est l'impact de ces technologies sur le comportement du consommateur. Donc elles transforment l'achat dans magasin et en ligne. Et elles offrent des capacités immersives et interactives, comme vous avez pu dire. Mais leur utilité perçue, elle peut varier pour les consommateurs. Elles influencent la perception des produits et des décisions d'achat. Elles soulèvent aussi des questions éthiques. Donc les avis sont variés et on va essayer de les examiner dans cette partie. Donc première question, comment la réalité virtuelle et la réalité augmentée transforment-elles l'expérience d'achat du consommateur, même si tu en as déjà parlé, si tu peux approfondir. Et pareil pour l'IA aussi après. Oui, alors rapidement, hein, je vais toujours vous mettre en contexte, hein, mais les deux choses souvent surtout dans le retail, qu'on souhaiterait voir améliorer, en fait, c'est faire l'Internet en réalité virtuelle. Hein. Finalement, c'est quoi? C'est que vous avez tous acheté des fois des objets, même des vêtements sur Internet, et après, vous les achetez, vous les testez chez vous, et vous les retournez parce que ça ne vous va pas. Avec la réalité virtuelle ou augmentée, ce genre de problème pourrait changer, parce qu'en fait, on pourrait avoir le rendu directement virtuel sur notre avatar, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut maintenant récupérer exactement toutes vos mesures, etc., hein, et vous matcher vraiment l'habit sur vous-même. Et donc, je pense que ce genre de technologie risque en fait de bouleverser la manière dont on fait nos courses en fait en ligne. Pareil, quand je veux acheter des meubles ou aménager mon intérieur, ce genre d'outil va peut-être, à mon avis, bouleverser les choses. Alors, encore une fois, ça ne va pas se faire tout de suite. Pourquoi? Parce que vous avez l'habitude d'utiliser votre smartphone, vous n'avez pas encore forcément tous un casque de réalité virtuelle chez vous, et peut-être que la moitié d'entre vous, vous n'allez pas aimer en fait l'utilisation du casque. Ça fait un buzz certes, mais vous aurez du motion sickness, donc ça veut dire que vous êtes malade, vous aurez mal de mer. Il y en a certains, vous allez avoir un mauvais rendu virtuel parce que ça ne vous voit pas, hein, ça vous fait mal à la tête au bout de 5 minutes. Donc tous ces aspects-là vont encore peut-être se modifier pour élargir au grand public, mais un jour peut-être, et je l'espère, hein, à mon avis, on va changer, on va bouleverser la manière de consommer, et notamment à travers la manière d'acheter en fait, directement sur Internet.
C'est ce qu'ils avaient essayé, Facebook avec le Metaverse. Et pareil, je pense que c'était le même principe que Google Glass, c'était trop tôt. Et Euh, alors, Facebook, leur approche c'était de se dire on veut créer le réseau social de demain. C'est un peu ça qui a fait aussi le flop, parce qu'ils ne se sont pas vraiment retournés sur le fait tiens, les entreprises ont tel besoin et je vais essayer de combler leurs besoins. Eux, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est se dire on essaye de changer Internet et notamment les réseaux sociaux de demain. Donc, en soi, on essaye de remplacer la webcam par un casque de réalité augmentée, sauf que la webcam, vous l'avez à 20 euros, le casque, vous l'avez minimum à 350 euros. Donc déjà, c'est pas tout le monde qui a un casque. De deux, comme je vous ai dit, ben, les casques, ils coûtent cher. La techno, c'est comme un téléphone, hein, ça évolue tous les ans, donc si on doit changer de casque tous les ans, ben, c'est pas forcément très, très cool. Et donc, c'était pas ouvert grand public. En plus de ça, au prix d'achat, quand vous arrivez dans le monde virtuel, donc déjà, c'est pas donné à tout le monde, hein, il faut cliquer sur plein de choses, vous êtes dans un environnement virtuel, donc vous voyez en 360, c'est-à-dire que votre interface sur votre ordinateur, elle n'est pas en 2D, elle est en 3D 360. Donc c'est un peu dur de s'y retrouver. Et en plus de ça, vous êtes immergé dans un monde virtuel où finalement vous êtes face à un avatar, l'équivalent de la Wii. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de bras, qu'il n'y a pas de jambes, qu'il y a une tête dénuée d'expression. Et en fait, ben, vous parlez à une autre personne à travers en fait, deux avatars qui sont dénués de sens. C'est ça qui a fait le flop. En fait, vous êtes dans une grande salle à 360 degrés, imaginons cette salle ici, et vous n'êtes que deux. Alors, quand vous êtes que deux, en général, ben, vous n'allez pas dans une salle comme ici pour aller discuter. Et je pense que tout ça, en fait, ça a fait le buzz, mais le problème, c'est qu'il était trop tôt et il n'y avait pas de réel service derrière. Alors maintenant, on a pris le problème par bras le corps, hein, c'est de se dire, ben, un environnement virtuel, c'est quoi? Ben, c'est renforcer l'interaction de l'humain. Donc ça veut dire que si on discute ensemble, eh ben, est-ce que le fait de détecter les gestes de ma main, de ma corporelle, etc., ça apporte quelque chose, ça a un impact dans notre communication? Ben oui. Le son, le regard, etc., tout ça, ça a un impact. Et je pense que l'idée d'enrichir tous ces mondes avec toutes ces informations centrées sur l'humain, bah, ça va permettre en fait de là d'arriver vers des technologies un peu plus intéressantes. Et c'est ça qui a fait, à mon sens, hein, l'une des raisons du flop du métaverse par Facebook. Florent, une chose sur l'IA. Alors, je vais rebondir justement sur l'essayage en réalité augmentée, réalité virtuelle. Je vais détailler d'autres choses après, mais moi je rebondis là-dessus. Je pense que justement un des premiers pas vers ce monde-là, ce sera déjà via les sites web à l'heure actuelle, pour aussi démocratiser cet effet Tryon avant de pouvoir vraiment le voir en réalité augmentée, réalité virtuelle. Alors, il y a déjà des choses qui existent. Je fais pas mal de tests assez régulièrement à Kiabi avec des outils. C'est encore parfois compliqué. La plupart se sont démocratisés en mode tu fais la photo de ton produit à plat, tu fais ta photo de toi et ça met le produit sur toi. Sauf qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prises en compte, du coup, notamment par les dimensions exactes de la vie. Et ça, à l'heure actuelle, c'est très conditionné au logiciel que ceux qui créent les objets vont utiliser pour avoir, in fine, les codes exacts et surtout les objets en 3D pour pouvoir les mettre sur les avatars, enfin, sur ta photo, typiquement. Il y a des palliatifs en ce moment qui existent. Il y a des solutions qui se disent, on sait que sur une personne d'1m70, telle corpulence, ça va faire ça. Et je pense typiquement sur Gémeaux. Sur Gémeaux, on a 4 avatars en fonction de la corpulence et de la taille à choisir. Et ensuite, tout le site web a cet avatar-là. Et ça, c'est un photoshoot qui est fait avec l'avatar sans rien, enfin la personne du coup, juste en démarreur pour prendre ses dimensions, etc. Et ensuite, les dimensions de chaque habit qui sont repositionnées sur la personne. C'est la chose la plus aboutie à l'heure actuelle en termes d'IA, parce que si on essaie de prendre une image et qu'on met sur un avatar, ça va faire de la génération, ça va modifier in fine l'habit. Donc pour l'instant, c'est pas encore ultra au point, sauf si on a les fichiers 3D, mais ça, encore une fois, il y a tellement de logiciels qui existent que pour que tout soit compatible, ça va être compliqué. Je pense qu'il y en a une partie qui vont mourir dans le lot d'ailleurs s'ils sont pas capables de se rendre compatibles.
Donc pour moi, il y a ça. Et surtout, côté retail pour l'IA, en tout cas pour l'IA générative, euh, pour moi, en fait, ça va chambouler les habitudes des utilisateurs sans qu'ils s'en rendent compte. Je m'explique. On a des problématiques à Kiabi de fiabilité de la donnée. Je prends un exemple tout bête. Côté collection, donc les personnes qui créent les habits, ils doivent rentrer plusieurs centaines de produits par jour et par semaine dans leur outil. Vous vous doutez bien qu'à cette fréquence-là, il y a des erreurs humaines qui apparaissent. Et vous pourrez faire le test si vous allez sur Kiabi, que vous allez dans Rayon Femme par exemple et que vous essayez de filtrer sur le jaune, il y a de fortes chances que vous ayez des t-shirts rouges. Voilà. Tout ça, c'est des choses que demain l'IA est capable de. En fait, l'IA, c'est sûr que tu es capable de le faire, mais en tout cas, là maintenant, de façon plus pérenne, que l'IA est capable de faire et de corriger. Donc, déjà, pour moi, il y a une question de fiabilité de la donnée qui est résolue par ça, donc, qui révolutionne un petit peu dans le sens où une donnée plus fiable. On espère que ça fera quand même beaucoup moins de retours. Et surtout, c'est encore une fois pour moi tout cet aspect immersif via l'image, via la vidéo, qui rend des choses actuellement possibles, qui le seraient beaucoup plus difficilement. Je vais prendre, j'avais vu une photo, je sais plus quelle marque, qui avait du coup mis son produit directement, j'ai envie de dire sur Mars. Soit il y avait deux solutions, soit il prenait l'image de Mars, il faisait un photomontage en Photoshop comme on faisait avant, soit il créait vraiment un set avec toute la Terre de Mars, etc. et tout ce qu'il fallait faire, ça prenait du temps. Là, l'idée, c'est vraiment de rendre, vraiment de mettre le produit beaucoup plus en contexte. Et je pense que vous savez qu'un produit en contexte, il va mieux convertir qu'un produit sur fond blanc. Et pour moi, c'est ça, c'est vraiment mieux qualifier la donnée pour avoir quelque chose de beaucoup plus vrai, de beaucoup plus proche de la réalité, pouvoir éventuellement le voir en contexte sur soi, si on parle d'un vêtement, et mettre du contexte. Et aussi, dernier point, ça c'est quelque chose qui arrive petit à petit, encore une fois pour montrer qu'il n'y a peut-être pas d'hier, les recommandations de produits qui sont maintenant devenues la norme sur absolument tous les sites web, ça pouvait se considérer avant comme de l'IA. Mais maintenant, ça permet d'aller beaucoup plus loin. Il y a des chatbots qui sont déjà sortis, qui sont en test, qui demain permettent de dire ok, j'aime bien ce t-shirt-là ou j'ai ce t-shirt-là, propose-moi vraiment une tenue complète à moins de 50 € par exemple. Et ça peut générer toute une tenue complète. Donc pour moi, c'est vraiment d'un point de vue expérience, on n'est pas sur de la révolution, on est vraiment sur de l'affinage. Et dans tous les cas, c'est à la fin sur le retail, c'est le taux de conversion qui primera, parce qu'il y aura beaucoup de gadgets, mais même ce que je vais vous montrer sur Gémeaux, ce que je vous disais pardon, sur Gémeaux, au final, quand on creuse le taux d'utilisation, c'est assez peu utilisé, parce que c'est vraiment pas ancré dans les mœurs. Donc quand on fait le tour des concurrents, on se dit c'est trop bien cette technologie, etc. Mais il y a ce ratio-là à faire entre combien ça va coûter et au final combien d'argent en plus ça rapporte. Et c'est ça qui va définir par contre demain où est-ce que sera l'IA dans les 4 mois. C'est la rentabilité en tout. Et du coup, ça me lance sur une question aussi, c'est est-ce que vous n'avez pas l'impression que là, ces technologies, que ce soit en magasin ou sur le web, ça sert plus à impressionner qu'il y ait vraiment une utilité pour le client? Je pense à plein de trucs, mais vous en avez déjà parlé, du coup, les cabines d'essayage, au final, l'appli ne correspond pas vraiment à la morphologie. Enfin, il y a beaucoup d'entreprises qui l'utilisent plus comme un coup marketing, dire il y a de l'IA ou il y a de la réalité augmentée que vraiment une utilité. Alors pour moi, il y a deux stratégies. Il y a même trois. Il y en a qui utilisent l'IA qui ne disent pas. C'est mon cas, moi, avec l'autre entreprise que j'ai à côté, puisque c'est vraiment pour la génération d'ambiance, donc ça, c'est invisible, j'ai envie de dire. Ensuite, il y a ceux. Pour le reste du retail, il va y avoir deux cas. Il va y avoir effectivement les gros coûts marketing, où là on va vraiment partir dans des délires qui existaient déjà au final, hein, les grands coûts marketing auparavant. C'est juste un biais supplémentaire de faire porter sa voix. À l'époque, il y avait Amazon avec les boutons pour recommander facilement un produit. Il me semble qu'il y avait Carrefour aussi qui avait fait un petit truc à mettre sur son frigo pour énoncer ses listes de courses, etc. Enfin, des coûts marketing technologiques, il y en a toujours eu, donc oui.
Par contre, après, il y a l'utilisation pérenne. Ça fait partie de mon quotidien avec Yapi, c'est de faire des A/B tests. Typiquement, on expose 50% d'une population A à une version de contrôle qu'on n'a pas touchée, 50% d'une population B à une version avec une nouvelle technologie, par exemple, ou un petit truc qui change, et on regarde comment les deux se comportent. Et si on voit que la population B, avec le rajout, se comporte mieux, par mieux en temps converti plus, ou fait des paniers plus élevés, etc., dans l'idéal les deux, là oui on garde. Mais ouais, pour moi il y a ces trois choses-là. Il y a l'invisible, il y a le coût marketing qui a toujours existé, qui continuera toujours d'exister, et il y a le vraiment rentable pour l'entreprise. Donc tout ce qui est coût marketing, dans 5 ans, en même temps que l'usage récréatif, normalement, je pense qu'on devrait être tranquille, il devrait y avoir notre trend d'ici là. Par contre, l'invisible et le rentable, si c'est rentable, on s'en débarrassera pas, ça c'est sûr. Oui, pour ajouter, je pense que cette rentabilité, justement, elle va se faire parce que, je reprends toujours, parce que là on est dans le retail, mais je reprends l'exemple de l'aménagement intérieur. Bon, demain je veux changer mon canapé, je projette mon canapé, je suis content du canapé. Bon, bien sûr, je ne veux pas savoir s'il est assez mou pour moi ou assez rigide, il faudra que j'aille au magasin, donc le magasin ne va pas perdre ses clients, hein, donc ça va juste amener peut-être d'autres clients qui seraient peut-être pas allés dans ce magasin. Donc déjà, un, ça rapporte peut-être des clients. Et de deux, peut-être qu'on va pouvoir aussi faire des placements de produits. Ah bah ouais, mais ce canapé, tu sais, si tu achètes tel meuble aussi avec, ça va bien aussi. Et donc, on sera peut-être tenté, on va peut-être avoir des aménagements de manière automatique, hein, guidés par l'IA, en fonction de nos envies ou notre style d'intérieur, etc. Et donc, on va peut-être faire des achats coup de cœur également. Donc, moi, je pense que oui, il y a le buzz parce que le premier qui va arriver, voilà, il va faire le buzz par rapport aux autres. Mais je pense que ça peut modifier en fait la manière de consommer. Et donc, ça a quand même un apport, je pense, pour les industriels. Après, il y a un autre critère qu'il faut être important à prendre en compte. Moi, je développe des IA depuis plusieurs années, hein. Donc, les IA génératives peuvent vous dire oui, ça fait le buzz. Mais il y a un revers de la médaille qu'on n'en parle pas beaucoup et que souvent les médias ne veulent pas trop en parler, c'est la consommation énergétique. Ça consomme énormément. Là, je peux vous dire que quand vous faites une requête par ChatGPT, vous consommez beaucoup d'électricité. En sachant le nombre de requêtes qu'il y a, etc., vous êtes en train, en fait, à vous, de créer des nouvelles centrales électriques, parce que ça consomme beaucoup. Demain, si tout le monde veut utiliser, je prends les acteurs du retail, mais veulent utiliser l'IA pour faire que du marketing, ça ne va pas être rentable pour eux. Parce que ça va consommer tellement, ça va coûter extrêmement cher. Donc, l'IA actuelle, voilà, elle doit encore évoluer. Donc, on travaille beaucoup, nous, en recherche sur des IA frugales, à faible consommation énergétique. Et qui dit faible consommation énergétique, dit aussi de changer mathématiquement les paradigmes pour avoir la même connaissance, la même compétence en sortie, tout en réduisant en fait sa consommation et sa capacité calculatoire. Et ça, tant qu'on n'a pas ces évolutions-là, toutes les entreprises ne pourront pas prendre le pas de l'intelligence artificielle, clairement. Niveau électricité en France, si toutes les entreprises demain font de l'IA, on fait sauter notre parc électrique. Et je pense que même si toutes les entreprises de France font de l'IA, on fait sauter le parc électrique du monde. Pour vous dire, la consommation, ça demande. Donc voilà, il y a aussi ces choses-là qu'il faut prendre en compte. Et je pense que d'ici 5 ans, toutes les entreprises ne pourront pas faire ce pas-là non plus. Je vais rebondir sur un dernier point qui concerne l'IA et la RVR. Dans tous les cas, hormis pour l'invisible et le côté back du métier, il reste un frein qui est quand même l'utilisation. C'est aussi quelque chose pour lequel je me bats tous les jours. Mais typiquement, les chatbots à l'heure actuelle, c'est bien. Ils peuvent proposer des tenues complètes. C'est en taux d'utilisation, en termes d'utilisateurs, quand on est sur un site comme Kiabi, on va être sur quelques milliers d'utilisations par mois, sur plusieurs millions, dizaines de millions de visiteurs par mois. Donc il y a
c'est un très gros risque, j'ai envie de dire, c'est que les habitudes elles ne vont pas se changer du jour au lendemain. Ça fait aussi partie du métier de tous les project managers ou les project managers du web, de correctement amener ces features-là, parce que demain c'est ce qui décidera aussi, au-delà de la capacité de si c'est utilisé ou pas, c'est tout changement mal amené, les Google Glass, trop tôt. Et en soi, bon, des Google Glass, dans une époque, on était sur Android 2, 3.0. Bon, maintenant on en rigole, à l'époque ça a quand même fait buzz, maintenant on en rigole bien. Tout changement mal amené, vraiment, dans tous les cas, non seulement il sera pas adapté, enfin, il sera adopté, pardon, il sera pas adopté, mais pire que ça, et au contraire, on risque d'avoir un rejet de cette utilisation-là, pardon. Donc là, tout est vraiment dans les mains et du marketing, mais surtout de tous les product managers, tous les project managers à travers le monde, de correctement emmener ça pour que ça se passe bien. Et du coup, pour la prochaine question, ça me ramène plus sur les implications éthiques. Et comme tu as dit Benjamin, en fait, même nous, on n'y avait même pas pensé, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais dans l'éthique, il y a aussi l'environnemental. C'est du coup, quelles sont les implications de ces technologies sur les publicités, les coûts marketing, même sociétal et du coup environnemental que ça entraîne, quoi. Donc environnemental, ben, je vous en ai un peu parlé, hein, la consommation de ces systèmes. Je pense, alors, j'ai pas envie de dire une erreur, hein, mais vous regarderez peut-être plus en détail sur Internet, mais juste pour faire l'entraînement de la première version de ChatGPT, c'était l'équivalent de 150 vols aller-retour Paris-New York, voilà, en consommation énergétique, hein, et en impact environnemental aussi, je pense. Donc voilà, c'est pour vous dire, et donc à chaque fois que vous faites une évolution de ChatGPT, vous avez ce genre de consommation qui est utilisé. Voilà, et une question qu'on disait tout à l'heure, hein, les modèles évoluent encore pour apprendre à apprendre, comme on dit, et donc on arrive sur des modèles qu'on appelle les modèles de fondation, hein, des modèles où en fait on crée une représentation latente de plein de choses, parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'en apprenant à l'IA une certaine tâche, en fait on est bête parce qu'on se limite à une certaine tâche, mais l'IA en fait elle arrive à en faire plusieurs. Et maintenant en fait on lui apprend à ne pas se spécifier sur une tâche. Voilà. Bon, voilà. Je reviendrai peut-être dessus si vous avez des questions sur ça, mais pour revenir un peu à la question, donc il y a l'impact environnemental et il y a aussi l'éthique, notamment ce qu'on va... Il y a beaucoup de questions en fait sur l'éthique dans le métavers. Imaginez, vous êtes sur votre écran d'ordinateur et vous avez une pub qui est ciblée parce que vous avez fait une recherche en habit particulier et bien sûr, toute cette marque apparaît à chaque fois sur votre écran. Maintenant, imaginez que vous êtes projeté en 360 dans un monde comme ici et que sur tous les murs, et à tous les endroits où vous allez regarder, vous aurez une pub et une pub et une pub et une pub à chaque fois. Sauf que ce monde-là, vous ne le maîtrisez pas. C'est un monde qui a été créé justement pour vous inciter à acheter. Donc il y a en fait des gros problèmes éthiques sur ces aspects-là, de pousser à la consommation. En plus, on va pouvoir, comme je vous ai dit, on embarque de plus en plus de capteurs sur ces outils qui vont analyser votre regard, qui vont analyser votre comportement, qui vont analyser vos mouvements, qui vont savoir tout sur vous. Et même peut-être même sur votre environnement, parce que les caméras ils vont aussi filmer votre extérieur. Et donc, avec tout ça, il y a une question éthique, c'est de se dire, finalement, est-ce que l'entreprise qui me projette dans ce monde a accès à tous ces capteurs? Est-ce que je lui donne de droit, en fait, toutes ces informations? Et qu'est-ce qu'il fait avec ces données-là, quoi? Donc voilà, il y a des gros problèmes sur ces aspects-là. Donc on disait tout à l'heure, Metaverse avec Meta, et, Facebook, etc. Ces questions-là, c'est pareil, ils ne les posaient pas. Sauf que quand on a des juristes qui commencent à mettre un peu la main dans ce monde-là, ils se rendent compte qu'en fait, tous les droits qu'on a actuels, hein, la loi qui existe dans le monde réel ne s'applique pas dans le monde virtuel. Vous achetez quelque chose dans un monde virtuel, il ne vaut rien. Voilà. Parce que même le RGPD, au final, c'est déjà, c'est le premier pas, mais c'est très maigre. Comparé à ce qui va arriver, comme tu dis, Metaverse, nos données vont être partout, récoltées de partout.
sur notre comportement ou tout ça, et le RGPD, ça ne protège en rien. Et j'ai pas l'impression non plus que ça attende à évoluer là-dessus. Alors, si, je vous rassure, hein, ça évolue. Maintenant, il y a quand même beaucoup de chercheurs, notamment dans les sciences humaines et tout ce qui est autour du droit de l'humain, qui s'intéressent à ce genre de problème. Et nous, quand on fait nos recherches et qu'on ouvre des projets de recherche sur ces technologies, on est maintenant obligé d'embarquer des chercheurs de ce domaine-là pour justement réfléchir à ces aspects. L'impact aussi que ça a sur la société, l'impact que ça a sur l'économie, etc. Et les impacts éthiques, que ça soit sur l'IA et sur le métavers. Clairement, il y a énormément de personnes qui y travaillent. Il ne faut pas avoir peur là-dessus, mais ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, ça, c'est sûr. Et il y aura toujours aussi un retard, donc il y aura toujours un créneau à prendre où il y aura. Ce sera un peu le western, quoi, pas de règles. Oui, bah, c'est déjà le cas un petit peu. Ouais, voilà. Et du coup, toi, Florent, si tu voulais dire. Ouais, justement, je voulais juste demander s'il ne faut pas trop peut-être réglementer ces technologies. Parce qu'on sait que quand tu réglementes trop une technologie, ça prive l'innovation. Et on dit toujours les États-Unis innovent et l'Europe réglemente. Donc est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là de limiter le potentiel de toutes ces technologies en bloquant l'évolution? Alors, oui, il y a ça, et je dirais plus au-delà des États-Unis. Je pense que la plus grande crainte, c'est la Chine. On voit déjà que les moyens de paiement dans les supermarchés, ça se fait avec une photo, etc. Eux, effectivement, l'idée, c'est innover, être les premiers à créer les technologies, et le droit de l'humain passe en second lieu. Nous, on a, alors, je vais dire, d'un point de vue français, européen, on a de la chance, parce qu'effectivement, certes, on a beaucoup de contraintes en termes d'innovation, et ça nous met un frein, hein, on ne va pas se mentir. Nous, en tant que chercheurs, l'Europe freine beaucoup de choses, mais d'un autre côté, pour nous, utilisateurs, consommateurs, on a une chance, oui, d'être en Europe. Maintenant, voilà, ça va évoluer. Je pense que l'Europe est sur ce. Moi, je ne suis pas expert non plus dans le droit, etc. Mais je pense qu'ils le savent. Ils le savent, et c'est pour ça que d'un autre côté, on regarde de près la Chine et les États-Unis. Et des fois, les erreurs qu'ils font, nous, certes, on a peut-être un temps de retard, mais on va peut-être prendre le bon pas de suite, quoi. Par exemple, le Meta, effectivement, ils ont peut-être 5 ans d'avance, on va dire, sur ces technos de métaverse. Quand on a vu le flop que ça a eu, et voilà, nous on se dit, nous en tant qu'Européens, on va peut-être prendre plus de recul, on va peut-être mettre plus longtemps, mais on va peut-être faire les choses bien. Merci. Du coup, on va passer pour l'intelligence artificielle. Alors, côté éthique, plusieurs choses. Un point que j'ai abordé pas mal à Kiabi, et pour le coup, auquel moi je me refuse tout le temps, c'est, genre, je l'évoquais tout à l'heure, c'est le rapport à l'humain. Typiquement, Kiabi, toutes les photos sont déportées, quasiment, sauf pour les enfants, mais c'est tous des vrais mannequins qui portent réellement la vie. Et dans le côté éthique, il y a pour moi déjà les photos des humains portant des vêtements. C'est quand même ultra important dans la vente, et j'aurai une petite anecdote à raconter à ce sujet-là après. Mais parce que là, c'était mon opinion, et pour l'instant, déjà les IA pour générer des humains, on commence à y arriver, mais il y a toujours des petits artefacts. La première version de Adobe Firefly générait juste des monstres. Là, la troisième version, on commence à générer des choses un petit peu mieux. Mais il y a quand même quelque chose où on sent, pour le coup, là, sur la génération d'humains, qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et ça m'a rappelle une petite anecdote. Alors, chez un acteur du retail de mon passé que je ne citerai pas, mais il y avait eu notamment un test pour remplacer des photos portées par
des mannequins, donc vraiment genre des mannequins, sur lesquels ensuite étaient mis en 3D à la main des photos de vêtements. Et là, en fait, le côté éthique, côté consommateur, ça convertissait à peu près pareil. Mais par contre, c'était en interne dans l'entreprise où quasiment il y avait une levée de bouclier de quasiment toute l'entreprise en mode mais qu'est-ce que vous avez fait là? Enfin, on est en train de tuer le studio photo, on est en train de tuer le mannequinat. C'est juste absolument horrible. Et en plus, nous en interne, on savait que le rendu était différent pour les utilisateurs, c'est pas vraiment la même chose, mais nous on savait. Et là, pour le coup, la levée de bouclier s'est faite en interne dans l'entreprise, ce qui a totalement annulé le projet. Mais donc, pour moi, d'une part, il y a ça. De deux, il y a, je l'ai évoqué aussi tout à l'heure, l'histoire des deepfakes. Côté éthique, ça a posé pas mal de problèmes pour les prochaines élections. Ça a déjà pu commencer à poser problème pour certains faits de société, mais là, je pense qu'on va sur quelque chose qui peut potentiellement être dangereux. Et que sûr d'être dangereux, de toute façon. Et troisième chose, et c'est une partie qu'on n'a pas encore abordée, c'est le mélange entre IA et robotique. Je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui ont joué et terminé Detroit Become Human. Ou le let's play, ça marche aussi. Très rapidement, l'histoire, c'est dans quelques années aux États-Unis, un monde où les robots vraiment conscients, où les robots avec une IA cohabitent avec les humains et sont vraiment attachés aux tâches, on va dire, les moins fun, que ce soit balayer la rue, que ce soit faire servante, etc., serveur, vendeur, tout ça. Et le jeu part sur une prise de conscience des robots, je pense qu'on n'en est pas là. Par contre, il y a une vraie notion d'éthique derrière, c'est, je l'évoquais aussi tout à l'heure, le remplacement des métiers. Que potentiellement la haute caste peuvent considérer comme moins fun et qui pour autant sont nécessaires dans toute économie. Si tout le monde faisait des métiers de bureau, je pense qu'on n'aurait pas l'économie qu'on a actuellement. Et surtout, tout le monde ne veut pas faire un métier de bureau, tout le monde n'a pas envie de faire un métier de bureau non plus. Et ceux qui font un métier de bureau, parfois aussi en réalité, clairement. Mais bref, tout ça pour dire que le mélange IA et robotique, on en parle assez peu. Pourtant, il y a déjà des robots qui sont à l'heure actuelle avec ChatGPT dedans, qui peuvent interagir avec les humains de façon beaucoup plus fiable que ce qu'ils pouvaient le faire avant. On est loin d'une conscience, de toute façon, on n'y arrivera pas. Mais par contre, on est sur des niveaux maintenant d'intelligence et de robotisation qui peuvent vraiment accomplir des tâches assez poussées. On n'est plus sur le petit robot à roulette qui circule dans les rues de New York pour aller livrer des colis. Là, on peut vraiment commencer à être sur des tâches beaucoup plus... on pourra, je pense pas qu'on puisse vraiment, de façon pérenne à l'heure actuelle, mais on pourra avoir des choses qui remplacent des métiers comme ça. Et pour moi, ça pose un vrai problématique, parce que ça veut dire demain prendre le risque d'augmenter la part du chômage à des propensions faramineuses, soit au prétexte de coûts, et ça peut potentiellement disrupter très négativement toute l'économie. Et du coup, pour rebondir sur ça aussi, je pense à quelque chose, mais les IA, toi, Benjamin, qui crée des IA aussi, mais est-ce que tu penses pas qu'il y a aussi une problématique sur la création, les biais algorithmiques, où instinctivement, quelqu'un qui va créer une IA, il va la créer avec sa perception du monde et toutes ces problématiques. Est-ce que ça aussi, c'est pas problématique? Et au-delà de former les nouvelles populations qui vont utiliser des IA, mais aussi former les créateurs d'IA pour essayer de les supprimer, même si je pense que c'est impossible, impossible. C'est un terme qui est très compliqué à aborder. On n'aura pas non plus beaucoup de temps pour l'aborder, mais il y a un aspect dans l'intelligence artificielle qu'on travaille beaucoup maintenant, c'est ce qu'on appelle l'explicabilité. Donc l'explicabilité de l'IA, en fait, c'est de comprendre comment l'IA interprète le contenu et retourne la réponse. Il y a des choses très rigolotes à faire en IA. Par exemple, on peut modifier un pixel dans une image. En fait, l'IA, elle confond un chien avec un cheval, avec un seul pixel de modifier.
Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à expliquer derrière qu'est-ce qui a fait qu'elle se trompe. Tous ces aspects-là, effectivement, comme tu disais aussi, il y a le fait aussi qui fait l'entraînement de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, hein, c'est juste une boîte mathématique où on va lui donner des contraintes et c'est ces contraintes qui vont créer sa règle d'apprentissage. Un peu comme un enfant. Un enfant, au début, faites pas l'expérience avec vos enfants, mais admettez que vous lui dites ben voilà, ça c'est une voiture alors que c'est une moto et vous lui apprenez toujours que c'est une voiture. Et lui, il va répéter ce qu'on lui a appris, et donc il va se tromper. Donc, on peut en fait gruger des IA. On le voit aussi avec ChatGPT. ChatGPT, en fait, c'est pareil, c'est une machine bête et méchante. Tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle apprend, c'est une éponge. Elle a appris 50 millions de trucs sur Internet, mais à la fois les bonnes et les mauvaises choses. Donc, en gros, si vous lui dites qu'une voiture, ça a 2 roues, et que dans tout ce qu'elle a appris, il y a ça, et que vous cachez en fait la vraie information à ChatGPT, ChatGPT va vous ressortir qu'une voiture, ça a 2 roues. D'accord? Ni plus ni moins. Donc, il y a cette partie éthique, effectivement, de se dire, maintenant, comment j'ai fait pour apprendre mon intelligence artificielle? Et donc, maintenant, on est contrôlé sur, finalement, qu'est-ce qu'on injecte dans l'intelligence artificielle pour qu'elle soit cohérente. Et d'ailleurs, sur ChatGPT, il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés où on a en fait volontairement enlevé de la connaissance à ChatGPT certaines informations erronées ou qui peuvent jouer préjudice à nous en tant que consommateurs un peu naïfs. Et donc voilà, maintenant il y a une conscience qui s'est faite en disant est-ce que finalement on doit tout lui apprendre ou finalement on doit brider sa connaissance? Et ça, c'est des questions qu'on est en train de faire en ce moment. Et encore une fois, si on revient à la question de tout à l'heure entre la Chine, les États-Unis et l'Europe, ces choix-là, ils ne sont pas identiques. Ça me fait... Je vais rebondir aussi sur notamment comment c'est appris, parce qu'il y a un autre point éthique qu'on n'a pas abordé, qui est le droit d'auteur, de tout ce qui a servi à entraîner les IA. Je sais qu'au premier lancement vraiment ultra fulgurant de ChatGPT, ça avait fait débat. Et alors, côté ChatGPT, je la maîtrise moins. Côté Adobe, avec leur génération d'images, ils ont tout entraîné sur les images que des photographes avaient pris et envoyées sur Adobe Stock, qui pensaient vendre bien gentiment. Et en fait, in fine, en plus dans les conditions générales d'Adobe Stock, ça appartenait à Adobe. Donc là, sur cette génération d'images-là, en tout cas, c'est réellement des images de photographes qui ont été utilisées pour entraîner le modèle. Donc ça a fait encore d'autres débats sur le sujet. Et surtout, ça me fait... je reviens aussi sur ce qu'on disait tout à l'heure. Mais je sais pas si c'est ChatGPT, mais je sais que l'idéologie d'une des premières intelligences artificielles était partie un peu en extrémisme, nazisme, je sais plus si c'était ChatGPT. Et on l'avait entraîné par rapport à Internet. Et du coup, ça me fait penser à ce que tu disais. Est-ce que du coup, les IA, vaut mieux les déconnecter, leur fixer une base de données qu'on choisit nous-mêmes, ou vraiment sur la connect parce que c'est vrai que j'arrive plus à me rappeler si c'était ChatGPT. Il y a Microsoft Ouais, non, mais c'était il y a longtemps, mais c'est juste pour... est-ce que la connexion d'une intelligence, c'est bien Je pense qu'il y a 2 aspects. Alors, déjà, tout va passer par une éducation. Je veux dire, on va dire que ChatGPT, maintenant, c'est votre grand ami. Un peu comme on disait, Google est ton ami par le passé. Google était notre ami, mais c'était des fois un ami malveillant. On faisait une recherche, on était persuadé que première information qu'on allait trouver était la bonne. Et au final, avec notre expérience et notre prise de recul, on sait que des fois, il y avait des choses à prendre et à ne pas apprendre. ChatGPT, ça va être la même chose. C'est-à-dire que oui, on ne peut pas réguler Internet maintenant, c'est trop tard, il y a tellement de choses, donc on ne va pas pouvoir réguler à 100% la connaissance de ChatGPT. Maintenant, c'est une éducation, c'est-à-dire que si nous, dans nos enseignements, ChatGPT existe, on ne va pas interdire à nos étudiants d'utiliser ChatGPT. Par contre, on va
leur faire comprendre comment utiliser ChatGPT. Vous l'utilisez, vos parents, imaginons, l'utilisent, ben, vos parents, ils n'auront pas les mêmes réponses ou le même niveau d'interaction avec ChatGPT que vous. Parce que vous, ben, c'est votre, on va dire maintenant, c'est dans votre ère du temps, donc vous avez fait des prompts qui correspondent à ce que vous voulez, mais vous savez aussi un peu ce que vous cherchez. Donc vous allez un peu lire la réponse et vous n'allez pas juste faire un bête copier-coller et puis l'appliquer. Donc tout se joue sur l'éducation. Si vous faites juste un copier-coller, que vous ne regardez pas ce que sort ChatGPT, vous verrez que des fois, il vous sort vraiment des conneries. Hein. Que ça soit... moi, je fais des fois des recherches sur des liens bibliographiques ou autres en regardant, et je m'amuse. Et puis des fois, en fait, il me sort complètement des articles qui n'existent pas. Parce que pour lui, il dit, bah, ce titre-là, c'est cohérent, ces auteurs-là, c'est cohérent, ça, c'est dans ma classe de connaissances, mais il n'existe pas. Et c'est très rigolo à faire. Mais c'est parce que moi, je sais à la base que c'est pas une tâche qui est censée savoir me retourner. Donc voilà, j'y arrive. Mais quelqu'un qui n'y arrive pas et qui n'a pas cette expertise, ben, il va faire copier-coller et boum, il va l'appliquer. Donc tout est question d'éducation. Et je ne pense pas qu'il faut éduquer que ChatGPT. Il faut aussi éduquer les utilisateurs de ChatGPT. Voilà. Et du coup, on a fini pour la partie 2. Maintenant, on va attaquer la partie 3, donc c'est l'impact de ces technologies sur la transition numérique. Merci. Du coup, dans cette partie-là, on va essayer d'explorer comment est-ce que ces technologies-là permettent ou contribuent à la transition numérique et des entreprises, et surtout, c'est quoi les avantages compétitifs qu'ils ont. Donc, la première question, j'aimerais bien avoir vos perspectives sur, d'un point de vue compétitif, qu'est-ce que ces technologies permettent aux entreprises en termes d'avantages, surtout quand on adopte très très tôt ce type de technologie par rapport aux acteurs du marché. Je fais par exemple référence à Sephora qui avait lancé une application de réalité augmentée et qui permet aux clients justement d'essayer virtuellement le maquillage. Et du coup, cette technologie lui a offert un avantage concurrentiel poussé en comparaison avec ses clients, surtout en renforçant la fidélité, en renforçant la clientèle jeune qu'il attire. Alors, encore une fois, je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour voir vraiment l'impact, parce que tout le monde ne le fait pas. Il y en a certains qui le font, mais je trouve que c'est encore un peu un effet de buzz. L'impact, il y en aura plusieurs, que ce soit pour le retail ou pour d'autres entreprises. On est aussi dans un monde maintenant où l'impact environnemental il est aussi important. Le fait de pouvoir utiliser ces technologies pour pouvoir éviter des achats impulsifs, tester des choses, par exemple du maquillage, au lieu de se tartiner le visage avec 50 000 couches de maquillage et de se dire c'était pas le bon choix, je passe et je recommence, la VR, voilà, elle peut quand même nous aider à faire ça. Après, est-ce que tout le monde l'utilise maintenant? Je ne pense pas, d'accord? C'est un peu comme tout à l'heure quand je dis on peut acheter un vêtement. Moi, personnellement, même si je suis fan de la VR, etc., pour l'instant, le vêtement, oui, je vois qu'est-ce qu'il peut me donner physiquement sur moi, mais je ne sais pas sa qualité, je ne sais pas ce que ça peut donner au quotidien, etc. Donc, j'irai quand même dans le magasin. Alors, après, ce que ça peut faire, par contre, si ça démocratise ces technologies-là, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est l'effet un peu coup de cœur, amener une nouvelle clientèle. Moi, si demain, voilà, je me dis, tiens, je dois acheter telle chose, je mets mes lunettes et hop, je suis directement projeté dans un faux magasin, je sais à quel magasin je dois aller pour avoir tel vêtement, etc. Oui, c'est un gain de temps, ça peut peut-être me dire, tiens, je vais aller dans ce magasin, je dois peut-être commencer à y aller, etc. Donc je pense que ça va changer les consommations, la manière de consommer, et donc ça va peut-être apporter des nouveaux clients pour les magasins. Et ça, je trouve ça intéressant. Maintenant, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, pour d'autres domaines, ça peut avoir un impact, notamment pour la productivité. Ça peut aussi avoir un impact sur le bien-être au travail. Parce qu'on disait tout à l'heure, oui, on peut analyser le niveau de fatigue d'une personne à travers les casques, c'est vrai. Hein. Mais admettez aussi qu'on peut optimiser les postes de travail. Si on voit que la personne, par exemple, elle porte toujours des choses à droite, à gauche, etc., on peut peut-être dire, en fait, son poste de travail est peut-être mal adapté pour telle personne, etc. Donc,
Le bien-être, il va être vraiment important. Ces lunettes, ça sera juste une extension, hein. Encore une fois, il y aura toujours des problèmes éthiques parce qu'on va analyser en temps réel notre opérateur sur sa chaîne de production, etc. Mais passer ça, l'acceptation des systèmes, je pense que pour toutes les entreprises, ça peut, ça peut aider. Parfait. Et toi, Florent? Est-ce que tu peux répéter la question? Du coup, la question, c'était d'un point de vue compétitif, quels sont les avantages pour les entreprises qui adoptent tous ces technologies? Alors pour moi, du coup, il y en a deux et je rejoins quand même pas mal les points précédents. Il va encore y avoir les avantages invisibles pour le client, donc effectivement tout ce qui est productivité, etc. Que ce soit moi pour ma boîte ou à Kiabi avec le studio photo, il y a toute cette notion d'automatiser des tâches qui sont clairement reloues. Je pense quand ils font les photos, typiquement, le sol, bah forcément, à force de faire des photos, c'est un sol dur, blanc. Mais forcément, avec tout le monde qui marche dessus, etc., il est plus spécialement ultra blanc. Même le fond, au final, il finit par avoir des traces. Et ça, c'est des choses qui, à l'heure actuelle, sont retouchées à la main, une par une. Alors, avec la cadence de Kiabi, je vous laisse imaginer le temps que ça représente. Qui demain est automatisable par ce genre de biais-là, qui vont pas aller révolutionner le métier non plus, tout le monde aura encore son job, mais en tout cas ça permet d'être beaucoup plus efficace et de se dégager du temps pour des tâches beaucoup plus logiques et beaucoup plus créatrices de valeur surtout que d'aller effacer des traces sur un mur blanc. Et pour moi, en fait, d'un point de vue grand public, l'IA sera là pour casser la créativité, etc. Sauf que dans la réalité du monde professionnel, on en est loin. Au contraire, c'est plutôt pour permettre aux personnes d'aller plus loin dans la créativité et d'aller plus vite, d'être clairement plus productif, hein, c'est le nerf de la guerre. Euh, en étant plus productif, d'avoir besoin de moins d'employés quand même. Donc forcément, ça permet de gagner de l'argent par là, d'être plus rentable. Et de l'autre côté, par contre, côté client, bah là, je m'en remets encore à tous mes compères product manager, où de toute façon, c'est l'utilisateur qui décidera si ce qu'on met en place est rentable ou pas. On reste sur les mêmes objectifs, hein, c'est faire convertir plus, faire convertir des plus gros paniers, tout en réduisant quand même les taux de retour, parce que le taux, c'est pas de vendre 10 fois plus et d'avoir 20 fois plus de retour, c'est pas rentable. C'est vraiment voilà, de trouver la jauge dans la rentabilité. Et par contre, quels apports de l'IA dans le retail seront retenus demain et quel avantage concurrentiel ça aura? Je vais te dire, ça c'est au final, comme tous, c'est les utilisateurs qui décideront. Et pour refaire le parallèle avec l'essayage de Sephora, encore une fois, là, l'IA, c'est un petit peu le buzzword, mais alors c'est pas une application qui est sortie en France, c'était principalement aux États-Unis. Mais déjà en 2017, j'étais en première année d'études sup, j'étais en alternance dans une boîte de freelance. Et on faisait une application iPhone et Android pour essayer des colorations Garnier. Ça valait ce que ça valait avec les caméras de 2017. Mais c'est déjà des choses qui existent en fait depuis ultra longtemps, qui reviennent là en ce moment pas mal sur le devant de la scène, principalement par abus de marketing. Soit ça fit bien, et je pense que la clientèle de Sephora, elle fit plutôt bien avec ces aspects-là, parce que c'est des clients qui sont quand même relativement jeunes, relativement connectés. Là où j'irais pas faire ça chez un Pierre Rico, tu vois, clairement pas. Mais donc soit ça prend, et c'est en même temps un coût marketing qui est devenu rentable, donc tant mieux. Soit ça prend pas, et c'est un coût marketing qui a fait parler quand même. Mais la majorité, en tout cas, de ce qui est appliqué, ce sera vraiment grappiller des petites parts de marché, des petites taux de conversion en plus. Quand je vous parle d'A/B test, nous, on est content si on a 1% de clients qui convertissent en plus. 1%, c'est que dalle, hein. On se parle de quelques dizaines, quelques centaines de milliers d'euros par an de chiffre d'affaires et même pas de bénéfices. Donc si on met ça en bénéfice, ensuite, ça dépend où vous êtes dans le retail, donc vous en fait 75% pour avoir la marge. Donc, et on est déjà content. Donc tout va se jouer vraiment sur ce que les utilisateurs choisissent d'utiliser ou non. Là, Sephora, c'était un pari gagnant. Et à voir après ce que Future nous réserve. Mais nous, on peut faire que imaginer ce qui sortira demain. Dans la réalité, c'est les consommateurs qui décident de ce qu'ils utilisent.
Super. Justement, un point important que tu as mentionné, justement, c'est l'accueil des consommateurs de ce type de technologie. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, c'est plutôt les clients ou les consommateurs, ils sont plutôt satisfaits, ils sont plutôt contents de voir que ces marques adoptent ce type de technologie. Voilà. En fait, encore une fois, pour moi, ça dépend. Je refais le parallèle tout à l'heure aussi avec la Chine, avec comment ils payent, notamment via WeChat, etc. Parce que l'ancienne boîte dans laquelle j'étais croyait vraiment très fortement au modèle WeChat. Sauf que il y a quelque chose qu'on ne s'imagine pas avec la Chine, c'est qu'ils n'ont quasiment pas connu l'ère des ordinateurs. Leur premier vrai appareil connecté, ça a tout de suite été un téléphone. Et l'air de rien, du coup, ils ont adopté énormément de pratiques qui sont maintenant ancrées dans leurs mœurs. Je pense notamment à payer avec un QR code et jamais de la vie si on le ferait. La boîte dans laquelle j'étais avant essayait, j'y suis plus. Mais en tout cas, c'est des mœurs qui sont vraiment ultra ancrées là-bas et qui ne sont pas ici. Et pourquoi je fais ce parallèle-là? Parce que on va commencer à avoir une génération qui va se rapprocher de la génération chinoise qui existe depuis des années, qui est maintenant toutes les personnes nées à partir de 2005-2010, je pense que je suis en train de taper dedans. Non, vous êtes un peu donc non. Mais en tout cas, vraiment, les enfants qui sont nés maintenant, les iPad Kids, comme on voit sur Instagram, eux, ils vont se rapprocher beaucoup plus des comportements de la population chinoise, et donc ils seront beaucoup plus connectés que ce qu'on peut l'être. Et je suis navré de vous l'apprendre, mais à mon avis, d'ici 20-30 ans, on va être aussi has-been que nos parents peuvent l'être aujourd'hui. Et les iPad Kids d'aujourd'hui vont nous mettre une raclée avec des utilisations qu'on n'aurait jamais imaginées. Et donc pourquoi je dis ça? Parce que je refais parallèle avec Sephora et Pierre Rico, vraiment, je prends les deux extrêmes. Mais je vais te dire, allez, par exemple, entre du Disney et du Damar. Tu vois, ou du Asos et du Damar, par exemple. Allons jusque-là. T'as pas la même typologie de client. La typologie de Damar, bon, je dis pas que les trucs ultra cool là-bas, loin de là, mais c'est pas nous le cœur de cible de Damar, c'est plutôt nos parents, ce genre de choses. Si demain ils font arriver des technologies comme ça, l'adhésion va être beaucoup plus dure parce que c'est déjà des personnes qui sont déjà beaucoup moins à l'aise que nous avec ces technologies-là. Chose où, si demain un Bisbee, ou comme là tu disais, un Sephora sort quelque chose comme ça, l'adhésion, je ne dis pas qu'elle va être facile à l'heure actuelle, mais en tout cas, elle aura déjà beaucoup moins de freins que peuvent avoir des populations plus âgées. Donc pour moi, ça dépend vraiment des entreprises et ça dépend vraiment du cœur du cible. Vraiment, tout n'est pas blanc ni noir. Ça va tendre à changer, mais pour moi, ça va être vraiment un mouvement continu où au final, ensuite, au plus nous on va âger, au plus les comportements que nous on a vont se défalquer sur les marques qui nous correspondront quand on aura cet âge-là. Et in fine, les marques vers lesquelles on ne va plus parce qu'on a grandi. J'ai évoqué Bisbee, j'y vais plus, je suis passé à Uniqlo, mais je me sens j'ai un petit peu vieux. Mais en tout cas, ces marques-là, par contre, eux vont devoir suivre les trends des clients qui, eux, toujours le même âge, juste ils sont plus nés, ils sont pas nés au même moment. Et eux, par contre, on va les regarder et on va se dire, mais jamais de la vie j'utilise ça. En tout cas, c'est ma vision des choses. Et tout le défi, par contre, je refais encore le parallèle avec mon job, c'est que les product managers, c'est pas les utilisateurs, donc les product managers, ils auront 30-40 ans d'ici là. Et c'est ça toute la difficulté de la chose, c'est que c'est des personnes de 30-40 ans qui doivent imaginer les usages des générations du dessous et les faire prendre. Et ça, c'est assez compliqué dans la vie de tous les jours. Ça se fait. Parfait, c'est clair. Et du coup, pour toi, Benjamin, comment est-ce que tu perçois justement le retour des consommateurs par rapport à cette technologie? C'est assez compliqué parce que on n'a pas encore beaucoup d'occasions de faire des études centrées utilisateur-consommateur. Il n'y a pas. Je veux dire, quand nous on fait des recherches, on les fait recherches dans notre petit laboratoire. Nous, on fait principalement des recherches sur la partie technique. Centré utilisateur, le divertissement l'a souvent fait.
Il y a eu des gros problèmes, hein, notamment de motion sickness et de ressenti, etc. Et c'est ça qui a fait évoluer les casques. Maintenant, quand on fait des études avec des entreprises, clairement, en fait, on met l'humain au centre. C'est-à-dire que quand on va faire une étude avec un opérateur technique, on va faire une XP de notre côté technique, mais l'opérateur technique, après, il va être évalué avec les QCM, etc. Il va nous donner son retour par rapport à ça. Et je pense que maintenant, actuellement, je n'ai pas trop de réponses à te donner, mais d'ici 2-3 ans, parce que ça évolue énormément avec tous les projets, etc., que ce soit national, européen, international, euh, l'avènement de la réalité virtuelle augmentée, voilà, c'est en ce moment, quoi. Je dis pas que dans 5 ans, ça va révolutionner encore tant que ça, parce que c'est peut-être quelque chose qui va mettre peut-être longtemps à arriver. Mais par contre, il y a de plus en plus l'intégration de l'humain et de son ressenti dans ces technologies. Donc pour l'instant, je n'ai pas de réponse, mais l'avenir fait que les technos ils vont être plus centrés sur le retour utilisateur, justement. Super. Une question hyper importante. On aimerait bien parler justement des barrières qui peuvent entraver ou qui peuvent bloquer l'adoption de ce type de technologie dans le monde professionnel d'aujourd'hui. Et comment est-ce que les entreprises peuvent en fait les surmonter? Alors, les différentes barrières. La première barrière, c'est le coût. Comme je vous ai dit, hein, les technologies coûtent cher. La deuxième barrière, qui est aussi un peu liée à ça, c'est la précision. Les systèmes actuels, hein, on l'a dit tout à l'heure, par exemple pour un vêtement, ben, ça ne va pas matcher à 100%. Pour reconnaître les mouvements de la personne, ça ne va pas matcher à 100%. Il y a toujours ça ne va pas matcher à 100%. Mais le problème, c'est que si vous cumulez 2, 3, 4 choses qui ne matchent pas à 100%, ben, vous vous dites, voilà, c'est pas terrible. Souvent, maintenant, quand on utilise quelque chose, il faut que ça marche directement et comme on le voit dans la réalité. Le problème, c'est qu'on essaye de vous vendre de la réalité, mais que c'est du virtuel en même temps. C'est un peu compliqué. Par exemple, dans les nouveaux casques, hein, quand on fait un mouvement devant notre casque, donc on voit la réalité dans notre casque. Donc ça fait un peu bizarre parce que, en fait, c'est une projection de la réalité, mais c'est du virtuel. Mais quand vous faites ça, vous avez des fois un petit décalage, une petite latence. Alors, pour un novice, vous ne verrez pas forcément, mais à force de l'utiliser, vous voyez en fait cette latence. Ou alors vous prenez un objet et vous êtes à 1 mm ou 2 mm à côté de l'objet. Mais en fait, votre cerveau, lui, il le voit ça. Et en fait, à cause de tout ça, ben, tous ces petits problèmes font que c'est encore compliqué d'être applicable. Et je pense que les entreprises, s'ils n'ont pas une technologie fiable à 100%, ils ne vont pas mettre cet investissement. Donc pour l'instant, il y a vraiment un problème niveau investissement, ça coûte cher. La deuxième chose, c'est l'acceptation par rapport à leurs employés. On ne veut pas les remplacer, on veut optimiser leur performance, ben leur faire comprendre que dans quel sens ça va aller pour leur travail. Tant qu'ils n'ont pas cette vision des choses, c'est assez compliqué, donc ça peut être un frein aussi. Donc il y a une grosse partie de sensibilisation de ces technologies. Et encore une fois, il faut le faire au bon moment. Comme l'intelligence artificielle, il faut toujours le faire au bon moment. Si vous le faites trop vite et vous vendez une paire de lunettes, et votre opérateur va vous dire, ben, en fait, ça m'apporte plus d'emmerde qu'autre chose. Et ben, si vous lui dites dans 2 semaines, ah tiens, on a racheté une nouvelle paire de lunettes, en fait, pour vous, ça va être un cobaye, mais pour lui, en gros, il aura l'impression que ces technologies, ça ne sert à rien et qu'il fera toujours un meilleur travail qu'avec cette techno. Et donc, à force, vous allez créer une réticence face à ces technos. Et c'est pour ça, en fait, je pense que les entreprises ont intérêt à lever un peu le pied sur ces aspects-là. Et on voit souvent que les entreprises, souvent dans le retail et autres, ils regardent quand même ce que fait la concurrence avant et ils ne prennent pas trop de risques tout de suite. Donc, des fois, ils se disent, bon, il faut le faire parce que c'est le buzz, mais d'un autre côté, ils se rendent compte que des fois, ben, ça ne marche pas. Il y a eu quelque chose aussi qui a fait le buzz à un moment et ça disparaît un peu, c'est les miroirs intelligents dans les magasins. Avant, on s'était dit, bon, on va faire un miroir intelligent, ça ne sert plus à rien d'avoir une cabine.
Les cabines sont toujours là, les miroirs sont pas encore là. Hein. Pourquoi? Parce que pareil, ça manquait de précision, c'était un peu cher à mettre en place. Et une fois que vous arrivez devant votre miroir, il est écrit erreur 404 ou bug, écran mort. Voilà, donc tout ça, c'est pareil pour la marque. Ça fait une mauvaise image, les gens ils vont filmer, en plus maintenant avec les médias, on peut vite dire ah, regardez ce qui se passe, il m'a mis un vêtement, mais en fait il m'a mis en XXL, etc. Et nous on va faire le buzz du côté négatif, on va rigoler de ces aspects-là. Et sauf que ça fait une mauvaise image aussi de l'entreprise. Donc l'entreprise va aller vers ces technos une fois qu'ils seront fiables et qu'ils auront un prix décent. Voilà. Et actuellement je pense que c'est pas encore le cas. Je vais énumérer les freins, mais j'ai une anecdote aussi sur l'IA que vous avez peut-être vu passer. Ça fait partie des freins, justement, aussi. Est-ce que vous avez vu passer le chatbot de DPD au Royaume-Uni? Alors, il était basé sur le modèle ChatGPT, je ne sais plus quel modèle, en tout cas un modèle qui était censé avoir personnalisé, autrement dit, qui était censé avoir bridé. Ça qui n'a pas bridé. Et pas tant que ça. Et à force de persuasion, il y a quelqu'un qui a réussi à lui faire réciter un poème de 12 vers sur pourquoi le service client DPD était nul. C'est-à-dire que forcément, c'est le chatbot de DPD hein, qui écrit ça. Donc ça a fait le petit buzz. Et donc oui, en tout cas sur la génération, il peut y avoir aussi ce genre de problèmes qui ont fait en mauvaise pub. Et pour les freins, moi je vais encore séparer une fois côté entreprise et côté consommateur. Côté entreprise, je rejoins pas mal de points. Il y a, comme tout changement, cette phase de change qui va être très, très longue pour faire accepter à toute l'entreprise le recours à ces technologies-là. Et surtout, quand même aussi rassurer sur le fait que normalement ça remplacera personne, ça les rendra juste plus productifs. Donc il y a ça, et pour moi le plus gros point sur l'IA à l'heure actuelle, c'est la formation, parce que c'est quelque chose qui est très nouveau, en tout cas dans les usages professionnels, tels que mon professionnel peut en avoir, c'est quelque chose qui est assez nouveau, et qui, alors, pareil, une grosse tendance, il y a quelques années, c'était la grande tendance de faire des organismes de formation certifiés CPF pour encaisser le cash de tout le monde. Ça a été réglementé depuis, on pouvait même passer son permis moto avec le CPF, donc c'était un petit peu le Far West. Et en fait, pour en avoir discuté avec les RH de Kiabi, c'est aussi un petit peu, c'est aussi complètement le cas là à l'heure actuelle dans l'IA. Il y a des entreprises spécialisées qui ont un catalogue de formation absolument incroyable. En 2 ans, on se demande comment ils ont pu faire tout ça, à des tarifs absolument exorbitants qui, je ne dis pas que toutes ne proposeront pas vraiment quelque chose de tangible à la fin, mais beaucoup, en tout cas, seront juste là pour surfer sur la tendance, encaisser le cash des entreprises et ensuite disparaître, comme justement pouvaient le faire à l'époque les entreprises qui faisaient ça avec le CPF. Et c'est un point pour moi qui va freiner, même certain de freiner l'adoption, parce que à l'heure actuelle, on manque de connaissances professionnelles sur l'intégration de l'IA. Il y en a beaucoup qui pensent que prompter très rapidement ChatGPT ou Adobe Airplay, etc., ça permet de faire quelque chose d'assez professionnel. Dans les faits, pas du tout. Il y a plein de problématiques d'automatisation, puisque si c'est pour demander à chaque fois à ChatGPT de faire quelque chose, au final, on perd autant de temps que si on avait pu l'automatiser, et de précision. Je rejoins aussi ce point-là. Beaucoup de la précision finale passe par le prompt, et pour l'avoir vécu entre Firefly 1 sur Photoshop et Firefly 3, là qui est en bêta, tout mon catalogue de prompts, j'ai pu le jeter à la poubelle. J'ai dû tout recommencer, parce qu'entre la version 1 et la version 3, il n'y avait rien qui fonctionnait. Enfin, tout fonctionnait différemment. Et donc il y a ce côté connaissance, en tout cas en France, qui est encore assez limité sur le sujet. Aux États-Unis, je ne sais pas, mais en France qui est assez limité. Et côté consommateur, toujours la même chose, c'est vraiment le côté frein à l'adoption. Parce que clairement, si, hormis coût marketing, vraiment grosse communication, ça n'empêche que si c'est pas rentable pour l'entreprise, si ça génère pas plus de chiffres, théoriquement, si l'entreprise et les product managers associés réagissent convenablement, il n'y a aucune raison de le laisser.
Donc, je reprends aussi pas mal le point sur le côté benchmarker les concurrents. Il y a 4 niveaux de feature quand on fait ce métier-là. Je me souviens plus des 4 niveaux, mais je me souviens des 2 principaux qui sont rattraper son retard concurrentiel, surfer sur les tendances du moment, et aussi être précurseur. Donc, je n'ai 3 sur 4. Il y a aussi le côté précurseur et le côté hard to copy. Ce qu'a fait Sephora, typiquement, c'est quelque chose, c'est un avantage compétitif qui est hard to copy, qui peut être copié, mais qui ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et c'est où on place le curseur justement sur ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, sur le retail. C'est ce qu'on est déjà pas mal à la bourre par rapport aux concurrents et qu'on va peut-être chercher à rattraper le retard qu'on a avant de commencer à innover. Ou est-ce qu'on va aussi quand même chercher à innover sur le chemin ou rattraper le retard en innovant? C'est bon, on fait aussi les deux en une fois. Donc là, c'est où l'entreprise place le curseur sur ça. Et ouais, je pense que c'est les deux et le coût, in fine, parce qu'en utilisation, en entreprise, vous vous doutez, nous on paye 20 € par mois en consommateur, l'entreprise elle paye beaucoup plus. Donc, et ils seront amenés à payer beaucoup plus. Pour l'exemple d'Adobe Firefly, la version 1 et 2 étaient en usage illimité. Là, la version 3 vient déjà de passer une limitation de 1000 générations d'images par mois. Par contre, ce qui peut vite s'atteindre parce que juste le clic sur générer, si les 4 prompts les 4 images qui sont sorties ne conviennent pas, ça régénère, ça réutilise un crédit. Et ensuite, les crédits, évidemment, ils sont facturés opaques. Donc ouais, ça va être chiffré. C'est quelque chose qui est encore aussi tout nouveau pour les entreprises. Je pense qu'à l'heure actuelle n'est pas rentable pour les entreprises. Et vous l'avez vécu avec Uber et Deliveroo. Ils n'étaient pas rentables pendant des années. Maintenant, on vous facture 7 € de frais de livraison et de frais de service pour essayer d'être rentable. Donc là, pour l'instant, on est dans cette période assez cool où ça coûte pas cher. Soit ils trouvent un moyen de le rendre pas cher, notamment avec des économies en énergie, ce genre de choses. Soit alors il va falloir la rentabiliser. Et là, les entreprises et les particuliers vont passer à la caisse. Ça, c'est sûr. Parfait, ben, je vous remercie pour les réponses. Et une dernière question, j'aimerais bien qu'on aborde aussi les changements organisationnels que ce type de technologie oblige les entreprises de prendre. Je fais référence par exemple à ce que vous avez déjà mentionné, la formation, l'agilité organisationnelle, une collaboration interdisciplinaire. Donc si vous pouvez justement approfondir ces points-là, et surtout, il y a une anxiété qui existe justement dans certaines organisations face à ce type de technologie. Je fais référence surtout à une expression américaine, FOMO, Fear of Being Obsolete. Donc j'aimerais bien qu'on aborde ce sujet. Alors j'ai un avis très tranché sur le sujet qui va sûrement pas faire plaisir à entendre, mais les personnes qui seront mises sur le côté demain sont les personnes qui, de base, n'étaient pas prêtes à s'adapter au changement, et que ce soit ce changement-là ou un autre changement dans quelques années, dans tous les cas, elles auraient fini par être mises sur le côté au bout d'un moment. Je pense aussi il y a pas mal de voix d'artistes qui s'élèvent sur le fait que des IA peuvent remplacer potentiellement leurs œuvres. Une œuvre, je vais partir sur la littérature, etc. Mais une œuvre, c'est pas seulement un bouquin ou quelque chose de visuel, c'est quelque chose qui doit derrière dégager des émotions. Et à l'heure actuelle, une IA, même si on a beau lui dire vas-y, écris ça sur un ton mélancolique, etc., il n'y aura pas cette réflexion qu'un vrai artiste peut avoir derrière, et ça n'aura jamais la réflexion qu'un vrai artiste peut avoir derrière, justement parce qu'on trouve aussi cette notion de pied de l'artiste qui va penser à sa façon, là où l'IA pensera à la sienne. Donc pour moi, tout ce qui est artiste, photographe, etc., qui ont vraiment peur de perdre ça, c'est des artistes qui à l'heure actuelle, et là je vais être très cru, n'avaient pas spécialement de valeur ajoutée ou même d'identité, et auraient fini par de toute façon tomber dans l'oubli ou dans le vent. Si on n'est pas capable de faire face à quelque chose qu'une IA a généré en 10 secondes, c'est même très probable que ton œuvre, elle ne dégageait rien de plus que juste être jolie. Et ça ne suffit pas dans un monde d'art. Je passe côté entreprise. Côté entreprise, ça par contre, c'est quelque chose qui fait peur parce que le monde d'une entreprise, c'est la course à la rentabilité. Vous verrez quand vous devez vous faire augmenter, etc., vous allez tous batailler à droite à gauche pour essayer d'être augmenté. Mais c'est forcément la course à je dépense le moins de pognon, clairement.
Donc, c'est légitime pour les employés de se dire, bah, il y a quelque chose qui permet d'aller plus vite. In fine, si ça permet d'aller plus vite, on peut dégager 25% de la masse salariale. Déjà, on est en France, on a la chance d'avoir quand même pas mal de sécurité. Si on veut te sortir pour ces raisons-là, ça passera pas. Ils peuvent trouver des solutions, hein, je dis pas le contraire, mais ça va être beaucoup plus compliqué qu'aux États-Unis, par exemple, où du jour au lendemain, tu peux dégager pour une raison ou pour une autre. Il peut y avoir des réorganisations, effectivement. Ce qui est sûr, c'est que les métiers vont changer. Des métiers qui n'étaient peut-être pas très informatisés aujourd'hui vont peut-être le devenir beaucoup plus demain. Mais cela dit, là, à l'heure actuelle, ce que j'ai le plus en tête, moi, dans la vie de tous les jours, c'est des métiers qui sont déjà informatisés, qui vont l'être plus, et vraiment se dégager du temps pour faire des tâches plus intéressantes. Mais par contre, là, c'est un vrai devoir des entreprises, des RH, etc., et des managers surtout, de rassurer sur ce point de vue-là. Parce qu'encore une fois, les seules personnes qui seront rattrapées demain par l'IA, c'est des personnes qui n'avaient en soi pas de plus-value et qui auraient fini par tomber un jour ou l'autre dans tous les cas. Ça c'est sûr et certain. Je reprends l'exemple de Kiabi, l'utilisation demain de l'IA, c'est vraiment s'inspirer pour générer des décors pour ensuite les faire vraiment en vrai, c'est effacer des tâches parce que c'est quelque chose de très chronophage et qui n'a aucun sens, c'est réparer des erreurs humaines qui peuvent arriver et qui continueront d'arriver, tout comme les erreurs de machines peuvent arriver. Mais voilà, et je me souviens, petite anecdote, en 2021 quand j'étais en start-up, le PDG de cette start-up qui avait demandé, donc il y avait un pôle qui écrivait des articles de blog, ils étaient deux à l'époque, et il avait demandé à la rédactrice en chef d'aller à un rendez-vous avec une entreprise qui proposait une IA pour écrire des articles de blog à sa place. Je vous laisse deviner le tollé que ça a fait en interne, hein, bien évidemment. De une, ça n'a jamais été fait. Et de deux, par contre, ce qui était assez cool, c'est que les entreprises ne se vendaient pas non plus comme là pour remplacer en fait, ces rédacteurs. Et c'est ça qui est assez rassurant aussi dans ce sens-là. Les entreprises, je touche du bois, la majeure partie aujourd'hui sont plutôt en mode on va leur dégager du temps, on va leur permettre d'écrire des articles qui sont vraiment là que pour le SEO, que pour le référencement naturel, qui sont chiants à mourir à écrire, mais qui sont nécessaires pour bien être référencés, pour leur dégager du temps pour vraiment faire des articles de qualité, avec vraiment beaucoup de recherche, des choses beaucoup plus qualitatives derrière, et faire vraiment leur vrai métier, en tout cas de rédacteur, plutôt que de rédiger des choses vraiment pour le référencement naturel qui n'ont aucun intérêt. Et ça, c'était le discours au final de l'entreprise. Et c'est quelque chose que je trouve assez rassurant, dans le sens où, on ne peut pas se voiler la face non plus, si une entreprise demain arrive, par exemple, voir Kiabi, et dire on a une solution qui va vous éviter de faire que du shooting photo, vous n'allez plus rien shooter, bah, même Kiabi va réfléchir à deux fois avant de continuer avec, parce qu'ils vont savoir tout l'impact que ça va avoir sur les employés, sur le plan de licenciement, sur l'image derrière que l'entreprise va avoir auprès des consommateurs. Et c'est pas quelque chose qu'à l'heure actuelle, beaucoup d'entreprises sont prêtes à avoir. Même le débat des caisses connectées, des caisses automatiques, pardon, au final, il a été réglé en prenant le prétexte d'ouvrir le dimanche en limitant la masse salariale. Ce qui, bizarrement, mettait bien d'accord et les syndicats et les intérêts de l'entreprise. Au final, ça a servi tous les jours de la semaine, mais le prétexte était pris pour le dimanche. Donc pour moi, voilà, c'est vraiment cette réassurance-là qu'il faut absolument. Et je ne pense pas que ça remplacera des métiers, sauf si on arrive sur la robotisation et qu'on arrive vraiment sur du D3. Et là, par contre, on a d'autres problématiques. Alors, pour les technos VR, AR, pour ma part, je ne pense pas qu'il y ait trop de problématiques. C'est un peu différent de l'IA parce que, même si elle y est embarquée maintenant, mais l'objectif, c'est, encore une fois, hein, c'est d'aider l'opérateur, le client ou autre. On remplacera personne. L'objectif, c'est vraiment de se dire, est-ce qu'on peut optimiser son bien-être? Est-ce qu'on peut optimiser ses performances? Certes, l'entreprise va récupérer quelque chose derrière, mais elle aura toujours besoin de sa masse salariale. Maintenant, par quoi ça doit passer? Par des formations, et après montrer que l'opérateur doit accepter ce système, ça peut que l'aider.
Et il verra qu'au bout de quelques mois, en fait, au début, il disait non, et maintenant, il dit oui. Il ne peut plus s'en passer. C'est un peu comme un peu les exosquelettes qu'on voit apparaître aussi. Quelqu'un qui porte des caisses à longueur de journée et qui dit ouais, c'est bon, je vais le faire toute ma vie. Et qu'à un moment donné, une fois qu'il y a l'exosquelette, il dit bah, ça change toute ma vie, finalement, je ne ressens plus la douleur, etc. Du jour au lendemain, quand on va lui enlever l'exosquelette, il va pas être content. Et c'est pas pour ça qu'on remplace les déménageurs. Je veux dire, ils sont quand même, ils sont quand même là, ils ont leur exosquelette. Donc, les technos RA et VR, pour moi, ça va juste être un plus. Je prends un exemple des entreprises, bon, je ne vais pas les citer pour aujourd'hui, mais il y a des entreprises de luxe qui veulent conserver leur personnel. Donc eux, c'est vraiment une contrainte, je veux conserver mon personnel. Alors c'est compliqué dans le luxe parce que faire former des gens dans le luxe, c'est super dur parce qu'ils doivent avoir une certaine expertise. Et prendre un stagiaire, ensuite le former, etc., il n'aura pas le niveau requis d'expertise avant 10 ans, facilement. Donc l'objectif de ces entreprises, c'est de tout faire pour conserver justement leur personnel. Et donc pour ça, c'est de garantir leur bien-être au travail et de garantir des bonnes conditions de travail, etc. Donc pour eux, utiliser des technologies de réalité virtuelle ou de réalité augmentée, c'est de faciliter le quotidien de ces personnes pour aller jusqu'à 60-70 ans de travail. Alors, c'est pas en France, mais voilà, c'est des entreprises qui disent, voilà, si je veux garder mon savoir-faire en interne, je suis obligé d'utiliser des technologies qui vont permettre de conserver justement ces personnes. Donc, pour moi, les technologies d'AR/VR, même s'il y a de l'IA derrière, s'ils sont bien utilisés, voilà, ça va améliorer à la fois l'entreprise, mais ça va aussi améliorer le bien-être des opérateurs. Donc, c'est que un plus. Je vous remercie, c'est très clair. Et sur contrainte de temps, justement, je cède la parole pour la conclusion. Merci à vous pour la qualité de vos interventions. Merci aux animateurs d'avoir animé. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous l'aurez compris, c'est un sujet dense, technique, un peu énigmatique, mais tout à fait stratégique pour une grande partie des acteurs du marché. Plus précisément pour les entreprises, elles auront fort à faire pour intégrer ces technologies de pointe et surtout pour les rendre utiles au plus grand nombre. Mais il appartient à l'avenir de nous éclaircir sur la part d'ombre qui nous habite. Merci à tous. Merci à vous.